Alors, bienvenue à tous ceux qui sont des nouveaux venus. Je vois des nouvelles têtes. Ce serait sympa pour ceux qui ont les caméras fermées d'ouvrir les caméras parce que c'est difficile de parler devant des petits carrés noirs et blancs. Euh, alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui sont des nouveaux, alors je me présente, je m'appelle Benjamin David, Binyamin David. Je suis rabbin à l'Institut Pou à Jérusalem. Et l'Institut Poua, le sujet de l'Institut Poua, c'est la gynécologie et la halakha. Alors, on n'étudie pas ensemble. On se rencontre une fois par mois grâce au docteur Luzon qui organise cette rencontre. Baruch Hashem, notre groupe va en grandissant. Et, alors, bien que l'Institut Poua, on s'occupe principalement de gynécologie, de fertilité, etc., mais ce n'est pas uniquement les sujets sur lesquels on étudie tout sujet qui est en rapport avec la halakha et la médecine, l'éthique médicale, etc. Donc, si vous voulez nous proposer, par l'intermédiaire du docteur Luzon, des sujets, voilà, vous êtes invité à le faire, à lui envoyer un message, lui proposer des sujets sur lesquels on va se pencher, et étudier et préparer nos prochains rendez-vous. Alors, ce soir, on est dans les gynécologies, on va parler de contraception. Je ne suis pas certain qu'on va pouvoir passer sur tout ce qui est prévu, parce que c'est un grand sujet, maximum. On fera une deuxième session sur ce sujet-là pour continuer. Le but, c'est d'étudier. C'est pas obligatoirement une conférence où je suis le seul à parler. Vous êtes invité à discuter. Alors, c'est un peu compliqué avec le Zoom, mais ceux qui veulent parler avec plaisir. Euh, et puis, le but, c'est d'étudier des textes. Alors, on n'arrive pas toujours à des conclusions toujours claires, mais le but, c'est d'étudier. Et donc, ça, je vous promets que c'est ce qu'on va faire ce soir. Je suis très content que le docteur Bruno Rosen vienne se connecter. Bonjour. Alors, c'est un gynéco spécialiste de la contraception, entre autres, quoi. Il fait plein d'autres choses. Il fait aussi. Et donc, j'espère qu'il va pouvoir participer à des réflexions ce soir avec nous. Je ne vais pas demander à l'avance, mais voilà, je sais que j'ai pas besoin de vous. Il y aura peut-être d'autres encore qui sont là. Je ne sais pas, est-ce que le docteur Achache va venir? Non, il va pas venir. Il m'a envoyé un message, il a un coup Ah de... mince, il est-ce que s'excuse. le docteur Schreiber sera là? Bon, on verra, on verra. Et puis, je ne vous connais pas tous. Je vois un monsieur Ilan, je vois un Atems. Atems, c'est pas votre nom. Euh, C'est et nous. voilà, je ne sais pas qui vous êtes. Ce serait sympa qu'on Et on puisse vous se connaître. connaît, Ravi. On se Ah, on se connaît. connaît. Super. Alors, génial. Tov. Et alors, on va commencer donc ce sujet ce soir. On va parler de contraception. Excusez-moi, je suis un peu comme tous, quoi. Un peu, un peu. Alors, à la fin, on montrera comment ça s'appelle? On montrera, les cours sont montés sur YouTube. Vous pouvez les regarder après. Et ceux qui veulent faire des révisions ou qui ont raté une partie peuvent toujours regarder. Il y a déjà une dizaine de cours, peut-être plus, déjà 12 cours qui sont déjà sur YouTube. Ça va, vous voyez, c'est bon? On voit tout, docteur Luzon, c'est bon? On voit? Très bien. Ah, très bien. On va commencer. Donc, on va parler de contraception ce soir, dans le judaïsme, dans la halakha. On peut pas continuer, commencer en, bien sûr, parler de la mitzvah de Pérea Verivia, mais il y a quelques points sur lesquels je voulais mettre l'accent avant de commencer. Les points qui sont de réflexion qui sont importants, à mon avis, c'est que d'abord, d'avoir un enfant, c'est une mitzvah. Et les mitzvot, il faut les réaliser dans la joie et dans la bonne santé. C'est un point important qui va nous guider dans les décisions qui sont en rapport avec la contraception, la joie de madame et du papa, ou
ou de celui qui va pas devenir papa, la joie, la bonne santé, bien sûr, de la femme et des enfants qui vont venir, etc., etc. Tout ça, on va prendre, bien sûr, en compte cela. On va prendre en compte aussi, d'une certaine manière, l'âge des femmes qui posent des questions, en leur expliquant que après 35 ans, les médecins sont très, très, rentrent dans une, je dirais, voilà, qui rentrent pas une psychose, mais qui rentrent avec beaucoup de questions sur des amyosynthèses, L'hésitation. il y a une pression psychologique qui est plus importante. Donc, si déjà vous voulez avoir des enfants, faites-les le plus tôt possible pour éviter ces genres de situations. On va parler du fait que l'espace entre les grossesses, c'est quelque chose de tout à fait convenable et tout à fait normal. D'abord parce que la maman a besoin après un accouchement, après une grossesse et un accouchement, de retrouver une bonne santé. Et puis elle a besoin de s'occuper de son bébé et de se retrouver au point de vue psychique, au point de vue mental et affectif. Et donc, c'est bien sûr un point dans lequel on va prendre tout ça en compte. Mais après tout ça, il faut savoir que on nous pose la question, mais quel rapport avec les rabbins? Pourquoi les rabbins ils se moquent de tout? Alors, c'est une bonne question. Il se mêle de Les tout. rabbins se mêlent de tout, parce que d'abord, c'est pour ça qu'on est là. Mais parce que c'est une question de halakha à la fin. Est-ce qu'il y a une question de halakha? Il y a une question de halakha dans le principe. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un moyen de contraception? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser une contraception et donc, de certaine manière, de réduire le nombre d'enfants qu'on aura? Et puis après, il y a des questions de halakha sur les moyens de contraception eux-mêmes. Est-ce qu'il y a un problème ilchatique dans l'utilisation de la contraception eux-mêmes? Et puis aussi, après, une question qui est en rapport plus avec, je dirais, euh, euh, je dirais des, des dommages collatéraux de la contraception, comme des saignements entre les règles, etc., etc. Et cetera. Et comment est-ce qu'on peut gérer ces choses-là pour essayer de trouver la meilleure solution pour éviter ces problèmes. Et aussi un point important, c'est que un rabbin, il doit pas, lorsqu'il va poser, il va répondre à une question, il y a un point qui, normalement, il ne devrait pas arriver, c'est de dire, il n'y ait pas de relation intime. OK? On peut dire que pendant un mois, on peut avoir une période, mais de dire, bah, dans cette situation-là, vous ne pouvez pas avoir de relation intime, et donc de détruire un couple d'une certaine manière, c'est pas une option. C'est une option, il faut trouver des solutions. Ah, des fois, c'est difficile de trouver des solutions, mais c'est pour ça qu'on est là. Sinon, on fait un autre métier. Donc, c'est un point important qui doivent guider le rabbin, l'homme de halakha, lorsqu'il va répondre à des questions qui sont en rapport avec la contraception. Alors, euh, on a trois principes sur lesquels on va devoir vérifier chaque moyen de contraception. D'abord, annuler la mitzvah de Piria Verivia, le fait d'avoir des enfants, annuler, repousser, réduire, ça c'est une question de halakha, puisque dans le judaïsme, d'avoir des enfants, c'est une mitzvah, c'est un ordre divin, ok? Et puis après, on va devoir parler des problèmes de ce qu'on appelle Otsaat Zera Levatala, le fait de sortir du sperme en vain. On a un interdit de la Torah de sortir du sperme, donc ce qu'on appelle en vain. Et puis, on a un autre interdit dans la Torah de stérilisation. Un interdit de stériliser des personnes. Donc, on va devoir jongler avec ça. En plus, ça, c'est les questions de base, les principes de base. Sur chaque moyen de contraception, on va devoir réfléchir. Est-ce qu'il y a un problème de sperme en vain? Est-ce qu'il y a un problème de stérilisation? Ok. Après, on va devoir aussi réfléchir quels sont les effets secondaires, comme je vous ai dit, qui peuvent avoir des implications ilchatiques, comme des saignements euh, entre les règles qui peuvent. On va commencer par le début, la mitzvah de Piria Verivia, comme il est écrit dans la Torah, Perovu Milotaretz Vekivshua, ok, Sefer Bereshit, la première mitzvah donnée à l'humanité, à Adam et Chava, d'avoir des enfants, de se multiplier, de fructifier, etc. Et vous savez très bien, on en a parlé parce qu'on a déjà eu des cours là-dessus. Si vous voulez chercher, retrouver dans nos replays les cours sur la mitzvah de Piria Verivia,
Marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'il faut avoir un garçon et une fille pour Beth Hillel? Beth Shammai disent deux garçons. La halakha parle d'un garçon et d'une fille qui sont la base de tout. C'est que tant qu'on n'a pas eu un garçon et une fille, d'une certaine manière, on n'a pas réalisé d'une manière complète la mitzvah de Piri Verivia. Alors, encore une fois, il y a des nuances. Regardez dans le cours que j'ai déjà donné là-dessus pour se dire qu'est-ce qu'on fait quand on a 10 garçons, on a 15 garçons ou 12 filles. On ne va pas maintenant rentrer dans ces détails-là, mais c'est un point important. Lorsque les rabbins parlent de possibilité d'utiliser un moyen de contraception, ils posent la question, est-ce que ce couple a déjà réalisé la mitzvah de Piri Verivia et que donc, ou bien pas encore. C'est un point important dans la décision. Là, pour l'instant, vous voyez, je parle de la décision utilisée ou pas utilisée. Après, je ne parle pas dans les détails quel moyen. Après, on y arrivera à cela. Après, on a une deuxième mitzvah qui est rapportée par les Chachamim, par les sages du Talmud, dans un passouk sur un verset qui se trouve dans Ishaïa ou dans Isaïe. Il y a écrit Loto Ubra'a, la Shevet Yetzara. Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde reste désert. Dieu a créé que le monde soit peuplé d'individus. Et donc, de là ont appris les Chachamim, les sages du Talmud, qu'il n'y a pas uniquement une mitzvah d'avoir un garçon et une fille, mais il y a pour chaque enfant qui va être né au monde, qui va être mis au monde, c'est une mitzvah, et c'est en plus qui s'appelle la Shevet Yetzara. Euh, comment dire, s'installer dans le monde, civiliser le monde, que le monde soit pas reste un désert. Voilà. Et le troisième parole qu'on retrouve dans la Gemara, c'est sur un pasouk, un verset de Kohelet, donc de Shlomo Amelech, qui nous dit Baboker zara et zarecha, ou ba'erev al tirnach yadcha. Le matin, plante tes semences, et le soir, n'arrête pas ta main de continuer à planter des semences. Alors bien sûr, nous dit le Talmud que c'est une parabole et qu'on parle du fait que, nous dit la Gemara, on va le voir, que quelqu'un qui a des enfants dans sa jeunesse, il ne doit pas s'arrêter parce que voilà, il s'est marié à 20 ans, il a eu deux enfants, il s'arrête, il doit continuer, même dans c'est un âge plus avancé, il doit continuer à avoir des enfants. Alors bien sûr, vous connaissez les rabbins, chaque sujet comme ça, c'est des pages et des pages et des pages d'explications, de discussions. Certains pensent comme ça, certains pensent comme ça. C'est clair que chaque phrase, là, on pourra en faire un cours en lui-même. Alors, quand même, on va regarder quelques textes. Je vous ai rapporté ici des textes de Rambam, de Maïmonide, dans Yad HaChazaka, dans le Mishneh Torah, et qui nous dit comme ça. Donc, il a tout dans le Mishneh Torah, il y a tout un chapitre sur les relations intimes entre les hommes et les femmes. Je crois qu'on en a déjà parlé, sinon je ne sais pas si on a fait un cours là-dessus. L'homme sous la choupa, lorsqu'il se marie, il signe une ketouba, et dans cette ketouba, il s'engage à avoir des relations intimes avec sa femme. C'est-à-dire que selon la halakha, un homme, il ne peut pas dire, moi, je me suis marié, mais je veux aucune relation intime. C'est une raison pour courir au Beddin et demander le divorce. Il n'en est pas question. Tu t'es engagé envers ta femme d'avoir des relations d'une manière voilà, régulière. Et nous dit le Rambam, Isha she'irsheta et ba'ala achar hanisuim she'imna onata, areze mutar. Mais si une femme, elle accepte, le mari dit, moi, maintenant, je veux pas, pour des questions psychologiques ou pour des questions d'argent, ou pour des questions, je veux pas avoir des relations, et que normalement, c'est un moment où il y aurait dû y avoir une relation intime, elle a le droit, d'une certaine manière, de dire, bon, ok, j'accepte. Normalement, tu es obligé, mais bon, j'accepte, c'est bon. Pas de problème, je comprends. Il nous dit le Rambam, Beba dvarim amurim. Quand est-ce que la femme a le droit de dire j'accepte et que le mari demande de ne pas avoir de relation intime? C'est uniquement dans un cas où ils ont déjà des enfants et qu'ils ont réalisé la mitzvah de Peri Averivia, donc le garçon et la fille. Aval lo kiyem,
chayav liv'ol bechol ona ad shiyu lo banim. Mais si il n'a pas eu encore il n'a pas réalisé une mitzvah de Périah Verivia, il n'a pas le droit de s'abstenir, de s'absenter, il doit tout faire pour être à la maison lorsqu'il y a une possibilité que la femme puisse tomber enceinte. Il s'est engagé à ça sous la choupa et il ne peut pas annuler cette chose-là. Mipnei shehi mitzvat aseh shel Torah she'inena provo. Et pourquoi on ne peut pas l'annuler, nous dit le Rambam? Parce que c'est une mitzvah qu'on doit réaliser. Alors, tant qu'il n'est pas marié, il ne peut pas réaliser les 7 mitzvahs. Quoi, on peut, mais chez nous, ça ne se fait pas. Mais une fois que maintenant qu'il est marié, il doit réaliser la mitzvah, de mitzvah de Périah Verivia. Et donc, il ne peut pas la repousser, l'annuler, euh, tant que ça n'a pas été réalisé. Et c'est repris dans le Shulchan Aruch, donc par Rabbi Yosef Karo. Chayav kol adam lisa isha kedei lifrod v'rirbot. C'est intéressant. Vous savez que le Shulchan Aruch, il y a quatre parties dans le Shulchan Aruch. Il y a toute une partie qui est en rapport avec les relations entre les hommes et les femmes, le mariage, le divorce, etc., etc. Ça commence par quoi? Ça commence comme ça. Chayav adam lisa isha kedei lifrod v'rirbot. Quelle est la raison pour laquelle un homme il doit se marier? Parce qu'il a l'obligation de réaliser cette mitzvah, d'avoir des enfants. Et celui qui refuse de réaliser cette mitzvah, il serait considéré comme un meurtrier, comme quelqu'un qui aurait fait couler du sang. Ou Memaet est admout, et on le considère qu'il fait descendre, amoindrit la présence divine sur terre, parce qu'un homme et une femme, c'est pas un animal, ça a une neshama, c'est une présence divine. Même dans un animal, il y a une présence divine, mais dans une neshama humaine, il y a une présence divine encore plus grande, une spiritualité, etc. Et donc le fait que tu refuses d'avoir des enfants, d'une certaine manière, tu réduis le nombre d'âmes et de spiritualité sur terre. Vegorem, la shrina, shetistalek, Misraël, à cause de ça, la présence divine peut se partir du peuple juif et d'Israël, etc. Donc on voit la- 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 le côté, je dirais, très important, fondamental du fait d'avoir des enfants, et on voit là le fait de savoir si on a réalisé Mitzvah Peria Verivia, oui ou non. Et donc, dans les textes des rabbinim qui parlent de la contraception, ça a surtout commencé dans les années 60, lorsque la pilule est sortie. Bon, il y a déjà des textes dans la Gemara, à l'époque du Talmud. On va les voir. Mais toutes les grandes questions, elles ont été surtout posées quand ça a été démocratisé, et dans les années 60, les années 70. Il y a énormément de réponses du Rav Moshe Feinstein, qui était aux États-Unis, euh, qui s'est penché sur cette question, puisque ça commençait à se démocratiser, à poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Avant, c'était pas vraiment. C'était une question, mais disons que c'était plus compliqué à le faire. Et donc, encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un couple vient de se marier et ils veulent, par exemple, utiliser un moyen de contraception pour ne pas tomber enceinte, euh, pour ne pas avoir un enfant tout de suite, c'est une question de halakha qui n'est pas simple selon les rabbinim. Là, une grande majorité des rabbinim, alors bien sûr, il y a toujours des discussions, sinon on n'est pas des rabbins. Donc il y a des discussions, il y en a qui sont très stricts, il y en a qui sont moins stricts, il y en a. Mais là, je dirais le, la courbe qui est la plus importante, c'est de dire, attends, vous n'avez pas encore réalisé la mitzvah de Pérez Verivia, vous avez une mitzvah que jusqu'à maintenant vous ne pouviez pas réaliser, mais maintenant vous pouvez la réaliser. Il faut le faire. Et c'est une mitzvah. Alors les gens, alors là on rentre je dirais, dans un conflit de civilisation, entre autres, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez bien sûr les pensées plus modernes, ou je ne sais pas si c'est moderne ou au contraire pas moderne, du fait de ne pas avoir d'enfants, de pas avoir beaucoup d'enfants, etc., etc. C'est-à-dire que dans le judaïsme, on est pour le programme, on appelle ça le programme familial, comment on appelle ça, le planning familial. On est pour le planning familial, mais on est pour le planning familial d'avoir une grande famille, pas une planning familial d'avoir une toute petite famille. Euh, mais on comprend qu'il faut des espaces, qu'il faut rester en bonne santé, on l'a vu au début, c'est la base de tout. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de la construction donc du couple. Et puis, comme il y a tout un côté derrière la halakha, il y a tout un côté, comme vous l'avez vu, là, on parle de présence divine, on parle du fait, la Gemara nous parle du fait qu'il y a trois associés dans dans la naissance d'un enfant. Il y a le père et la mère
et Akadosh Baruch Hu, le père et la mère donnent le corps, et Akadosh Baruch Hu donne la spiritualité, il le donne la neshama, et que donc, c'est pas simplement un acte d'amour, un acte, on veut un enfant, c'est être associé à Dieu dans la finalité du monde, de fait d'apporter de la spiritualité, de fait d'apporter des gens qui vont être, si Dieu veut, des gens droits, des gens bien, des gens qui vont réaliser les mitzvot, qui vont faire du bien autour d'eux, qui vont être d'une manière positive, pas simplement pour eux-mêmes et pour leur famille et pour leur peuple et pour l'humanité en entier. Donc c'est quelque chose vraiment de fondamental. Et c'est pas, comme je dis, quelque chose de simple pour un rabbin de donner, par exemple, l'autorisation pour un couple de pas réessayer tout de suite d'avoir des enfants. Alors on prend bien sûr en considération les modernes comme moi, on prend en considération quand même, on vérifie par exemple, euh, on comprend qu'au début du mariage, on déménage, on arrive dans une nouvelle ville, toutes les copines de la femme, elle perd toutes ses copines d'une certaine manière, elle doit se refaire une nouvelle, un nouvel entourage, ou le contraire, c'est le garçon. On comprend peut y avoir des tensions au début, on ne sait pas, et on comprend que parfois... chez nous, en Israël, c'est très courant, puisqu'on se marie, encore une fois, je parle dans certains milieux orthodoxes, on se marie très tôt, donc on peut comprendre que la femme elle est au milieu de ses études, le garçon est au milieu de ses études, ça va être compliqué. Ça arrive très souvent que le garçon soit à l'armée, et donc la fille elle se retrouve toute seule à la maison. Alors son mari, il est à l'armée, il arrive qu'une fois à la maison, une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. C'est compliqué à gérer ce genre Donc on prend bien sûr en considération toutes ces données-là, mais il faut bien connaître les personnes et discuter avec eux, leur expliquer que c'est pas automatique, c'est une question de halakha qui a des implications spirituelles et il va falloir trouver le juste milieu. Attends. Des fois, les gens me disent, alors là, je vous parle comme un rabbin, ok? Les gens ils me disent, oui, mais on veut d'abord se comprendre, se connaître avant d'avoir un enfant. Je dis, vous croyez que votre mari va vous connaître avant que vous ayez un enfant? Quand est-ce que votre mari va vous connaître? Quand vous allez être enceinte, vous allez vomir, vous allez avoir des nausées, vous allez voir si lui c'est un homme bien ou non, s'il vous laisse tomber, s'il s'occupe de vous comme il faut. C'est là qu'on construit un couple. On ne construit pas un couple en allant à l'hôtel, 5 étoiles, et en mangeant au restaurant tous les soirs, et il y a une femme de ménage qui fait tout le message. C'est pas comme ça qu'on construit un couple. On construit un couple en construisant. Alors, bien sûr, encore une fois, je parle un peu d'une manière humoristique, mais pour expliquer le- la vie a commencé, vous êtes des adultes, vous avez décidé de vous marier. Alors, on y va. Bien sûr, encore une fois. Ok. Alors après, Baruch Hashem, ils ont eu des enfants. Alors, on va parler, mais alors combien il faut en avoir? Est-ce qu'on peut utiliser un moyen de contraception pour faire un planning familial, pas trop grand? Ou bien non, il faut avoir absolument un maximum, il n'y a pas de limite. Ok. Alors, nous dit la Gemara dans Masechet Yevamot, je vous ai parlé, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, Nasa Adam Isha Beyalduto, Issa Isha Bezikduto. Si un homme, malheureusement, il a divorcé ou il est devenu veuf, alors il s'est marié dans sa jeunesse, qu'il se marie aussi quand il a un âge plus âgé, plus avancé. Ayulobanim beyalduto, yulobanim bezignuto. Et s'il a eu des enfants dans sa jeunesse, qu'il ait aussi des enfants plus quand il est un âge plus âgé. Et la Gemara nous rapporte les paroles de Shlomo Amelech, du roi Salomon, Baboker Tizrael Zarecha, Vaerev Atinach Vechole. Et ça, c'est repris encore une fois dans le Rambam, donc dans le livre de Halacha. אף על פי שקיים מצוות פריה ורבייה בבן ובת, הרי הוא מצווה בדברי סופרים שלא יבטל מלפחות ולרבות. Alors là, nous dit le Rambam, mais c'est pas une mitzvah deoraita. Vous savez qu'il y a deux catégories. Il y a la mitzvah deoraita, c'est la base de tout de la Torah, et puis il y a la mitzvah des Rabbanan. Donc nous dit le Rambam, ça c'est les plus, les enfants en plus, après le garçon et la fille, c'est des Rabbanan. Mais il doit continuer, puisque les mitzvot des Rabbanan, chez les gens orthodoxes, on respecte les mitzvot des Horaïta comme les mitzvot des Rabbanan. Mais, est-ce qu'il y a une limite? Nous dit le Rambam, Kol zman sheyesh bo koach, tant qu'il a de la force. Alors, je ne sais pas comment on explique ça. C'est quoi la force? D'abord, est-ce que c'est la force, il parle de l'homme, mais c'est peut-être la force du couple, c'est la force de la famille, la force de...
Chez Kol Amosif Nefesh Achad Misraël Kilou Bana Olam, parce que toute personne qui ajoute un homme, un être humain sur terre, c'est comme s'il avait créé l'humanité entière, puisque toute l'humanité, il est sorti de Adam et Chava, donc il suffit de deux personnes pour pouvoir créer l'humanité en entière. Donc, il nous remet encore une fois le Rambam d'une certaine manière un peu des questions de morale et de psychologie et de spiritualité. Ne crois pas que c'est anodin d'avoir un enfant. C'est pas un enfant, c'est pas un animal domestique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça rapporte sur Terre l'humanité entière. Mais tant que tu as de la force. Donc le Rambam comprend et nous explique. C'est les paroles du Rambam, c'est pas, ça fait pas partie de la Gemara, c'est pas qu'il a repris les paroles de la Gemara, etc. C'est une explication où il comprend que il y a des gens qui peuvent pas. Alors, est-ce que c'est psychologiquement, c'est trop difficile? Est-ce que c'est au point de vue financier que c'est trop difficile? Est-ce que c'est au point de vue du couple, au point de vue de la santé de la femme, etc., etc. En fin de compte, toutes les réponses sont bonnes. Alors, lorsqu'on parle avec des rabbinim, et à l'Institut Poa, vous savez qu'on aime bien parler avec des rabbinim, donc on a des livres de halakha qui ont été publiés où on pose des questions à des rabbinim et après on les a publiés. Alors, quand on a posé cette question à des rabbinim, on voit encore une fois différentes tendances, des rabbinim qui, pour eux, euh, il faut absolument pas utiliser de moyens de contraception, à moins qu'il y ait un problème médical, un peu pour espacer les grossesses, mais si on peut avoir 10 enfants, il faut en avoir 10, si on peut en avoir 12, il faut en avoir 12. Il y a d'autres rabbinim, peut-être plus modernes, peut-être plus... non, qui disent, voilà, il y a une mitzvah de Horaïta, d'avoir un garçon et une fille. Il y a une mitzvah des Rabbanan, en général, quand les Chachamim, il y a une mitzvah de Horaïta qui rajoute une mitzvah des Rabbanan, alors ça va dans le même sens. Donc, s'il y a deux enfants pour mitzvah de Piria Verivia, un garçon et une fille, alors on va rajouter deux enfants. Pas d'Afka, un garçon et une fille, mais on va rajouter deux enfants en plus. Ça, c'est le minimum syndical. La famille juive Et puis après, tout ce qui est en plus, c'est bonus. Si c'est bon, si c'est possible, c'est bien. Si c'est pas possible, si c'est trop compliqué, c'est acceptable. Donc, on voit qu'il y a vraiment deux tendances. Il y en a encore peut-être encore d'autres dans les nuances, mais il y en a qui sont, je dirais, euh, plus maximalistes et d'autres plus minimalistes. Mais même le minimaliste, c'est pas un enfant et zéro. Donc, tout ça, ça va être pris en compte lorsqu'un rabbin il va poser ce genre de questions. Et il va s'asseoir avec le couple, il va discuter avec eux, il va leur expliquer l'importance au point de vue d'avoir des enfants, l'importance spirituelle, et puis il va écouter l'un, l'autre, les deux, euh, et d'une certaine manière leur donner des directives. OK. Alors après, euh, ça c'était le premier point sur lequel le rabbin pose la question. Après, on va parler, on a donné l'autorisation. C'est bon. Par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai pas écrit là, mais que voilà. Vous savez que dans la Torah, dans la Halakha, une femme qui divorce ou une femme qui est veuve et qui a un bébé, qu'elle allait, un tout petit bébé qu'elle allait, selon la Halakha, il y a une interdiction de se remarier pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que nous dit le Talmud, le lait maternel appartient à l'enfant et que c'est sa nourriture principale et la plus nourrissante, etc., etc. De nos jours, on revient à l'allaitement justement grâce à ça, à sa compréhension de l'importance de l'allaitement et au point de vue nutritif et au point de vue affectif, etc. Et nous dit le Talmud, on a peur que si une femme se remarie très rapidement après qu'elle ait accouché, et malheureusement son mari est mort ou il est parti, quoi, elle est divorcée, etc. Si elle se remarie rapidement avec un autre homme, peut-être que l'autre homme il va dire, attends, moi je veux avoir des enfants, j'ai pas réalisé la mitzvah de Piraverivia, et donc je te demande d'arrêter d'allaiter pour que tu puisses tomber enceinte plus facilement. Et là, elle nous dit la Gemara, ça c'est interdit. C'est interdit parce que le lait appartient à l'enfant et qu'on comprend l'importance fondamentale de l'allaitement et aussi de la responsabilité de la maman par rapport à son bébé.
Et donc, par exemple, lorsqu'on parle d'espace entre grossesses, on prend ça en compte, bien sûr, et le Talmud nous a parlé de 2 ans, donc on comprend que pour le Talmud, c'est tout à fait compréhensible et même peut-être, je dirais, proposé de faire des espaces de 2 ans entre les grossesses pour pouvoir entre l'accouchement et la grossesse pour pouvoir donner à la femme une possibilité de s'occuper de son bébé d'une manière le mieux possible et si d'allaiter. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu une phrase qui, même les rabbins qui parlent de, il n'y a pas de limite, ils prennent bien sûr en compte cela. Il y a aussi un autre passage dans le Talmud et qui est rapporté dans la Halacha. Le Talmud nous dit que lorsqu'une femme accouche, mitparkim evarea. C'est comme si ses membres se démontaient, son corps se démonte. C'est-à-dire que l'effort se d'une disloque. grossesse se disloque. L'effort de la grossesse et surtout de l'accouchement fait que c'est quelque chose voilà, très important au point de vue, un impact très important sur le corps de la femme. Et ça va avoir des implications, par exemple, sur le fait de jeûner. Les jeûnes où les femmes, après l'accouchement, sont abstreintes de jeûner. Je ne parle pas de Yom Kippour, je ne parle pas de Tisha B'Av, là, c'est des jeûnes qui sont spéciaux, etc. Mais les autres jeûnes, ce qu'on appelle les petits jeûnes, si une femme, elle est après, dans les 2 ans après l'accouchement, alors il y a les Ashkénazes sont un peu plus stricts là-dessus que les séfarades, mais on voit donc qu'il y a aussi l'importance de l'espace entre les grossesses pour le bien de la santé de la femme qui a accouché. Donc on prend donc en compte le côté du bébé, on prend donc en compte le côté de la femme qui a accouché. Donc oui, les espaces entre les grossesses sont, même pour ceux qui sont maximalistes en disant il n'y a pas de limite, bien sûr, ils prennent en compte cela. Et puis ces dernières années, tout le monde comprend l'importance du côté psychologique et des femmes qui ont des postes, des, des- des- Dépression, des dépressions voilà. partum. Donc, ça s'appelle, oui, et tout le côté important de l'accompagnement de la femme après son accouchement, etc. Ça, dans le monde orthodoxe, c'est super orthodoxe, c'est très, tout le monde comprend cela. Après, bon, il y a différentes familles, il y a différentes personnes, mais vous comprenez donc que si je vous ai parlé de l'utilisation donc on va vérifier 2 choses. On va vérifier, est-ce qu'il y a eu des enfants déjà? Est-ce qu'il y a besoin d'un espace entre les enfants? Tout ça, c'est pris on discute et on arrive à une solution. Alors maintenant, on va parler déjà de l'utilisation du moyen de contraception. Alors, on a un interdit dans la Torah de sortir du sperme morvin. On a un passage dans la Torah qui est un passage connu, qui s'appelle, on parle de Er Véronan, les fils de Yehuda, leur frère était marié avec Tamar, et, il est mort, le frère est mort, le frère aîné est mort, et donc, euh, selon le judaïsme, il y a ce qu'on appelle la mitzvah d'Iboum, ce qu'on appelle le livera, le fait de se marier, que le frère qui n'a pas d'enfant se marie avec la femme du défunt, et selon la tradition, c'est en fin de compte pour donner un nom au défunt, de lui donner une possibilité, il n'a pas eu d'enfant, de lui donner une possibilité, d'une certaine manière, une possibilité virtuelle d'avoir une descendance. Et donc, Hervé Onan, ça ne leur plaît pas du tout et nous apporte le texte de la Torah que dès qu'ils avaient une relation, au dernier moment, ils sortaient à l'extérieur, ils faisaient ce qu'on appelle coitus interruptus et ils n'avaient pas pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Et la Torah nous raconte que ça déplut énormément à Dieu et ça s'est mal terminé pour eux. Et donc, nous dit, de là, on a un interdit dans la Torah de sortir du sperme en vin, on a un interdit dans la Torah de la masturbation. Et donc, il va falloir réfléchir, est-ce que lorsqu'on parle du moyen de contraception, on n'est pas en train d'enfreindre cette notion de sortir du sperme en vin?
Comme il est écrit ici dans le Shulchan Aruch, je voudrais apporter les paroles du Shulchan Aruch. Asur leotzi shirvat zera levatala, il est interdit de sortir du sperme en vain. Ve'avon ze chamur mikol averot shebatorah. Et cet interdit-là, c'est l'interdit le plus grave de toute la Torah. C'est étonnant parce qu'en général, dans le Shulchan Aruch, c'est un texte de loi. C'est pas un texte de morale. Donc en général, il n'y a pas écrit cette loi elle est plus importante, cette loi elle est moins importante, etc., etc. Il n'y a que quelques endroits où le Shulchan Aruch met une appréciation aux lois. Entre autres, il nous dit de faire très, 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 très attention de ne pas toucher des bakshish, de faire du, comment on dit en français, de l'étournement de l'argent et d'avoir, euh, comment on appelle ça en français? Toucher des pots de vin. Détoucher les pots de vin, etc. Il nous parle aussi de l'importance de faire très, 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 très attention de ne pas avoir des relations avec des femmes qui nous sont interdites, la femme de son voisin, etc. Donc, il parle vraiment ce que Freud parlait des vices principaux de l'homme, c'est l'argent et le sexe. OK? Et là, on parle d'autres, d'une certaine manière, d'autres. Donc, c'est un interdit, Velefichach lo yeh adam dash mi bifnim vezoreh mi bachutz. Et donc, nous dit là, le Shulchan Aruch, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, un homme, il n'a pas le droit de relation en ayant une relation avec sa femme et se sortir au dernier moment et d'avoir une éjaculation à l'extérieur du corps de sa femme. Et donc, si c'est un moyen de contraception, d'abord, ça n'est pas un moyen de contraception qui est très fiable, ça, mais si c'est un moyen de contraception qui existe, dans le monde, ça existe, alors dans le judaïsme, c'est tout à fait interdit, c'est considéré comme quelque chose de très grave. OK. Mais on pourrait dire aussi que le fait d'avoir une relation intime et qu'il n'y ait pas de possibilité d'avoir une conception d'un enfant, peut-être aussi ça c'est considéré comme sortir du sperme en vain. Et ça, l'implication, ça voudrait dire qu'on pourrait pas avoir, on pourrait pas avoir de relation avec une femme qui est déjà enceinte, puisqu'elle ne peut pas retomber enceinte pendant sa grossesse. On ne pourrait pas avoir de relation avec une femme qui est ménopausée. On pourrait voir. Bon, la halakha, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que dans la relation intime, dans le judaïsme, il y a deux pans de la relation intime. Il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah de Piria Verivia, de se multiplier, de la procréation. Mais il y a une deuxième mitzvah qui s'appelle la mitzvah Ona, des relations intimes. Je vous ai dit, on en a parlé, que lorsqu'un homme il est sous la choupa, il signe sur la ketouba qu'il s'engage à avoir des relations avec sa femme. Et il n'a pas le droit, selon la halakha, il y a un passouk dans la Torah qui dit Ona, Onata lotigra, il n'a pas le droit de dénigrer sa femme en disant voilà, moi, je n'aurai pas de relation avec toi. Voilà, t'es ma prisonnière d'une certaine manière. Je t'ai pris en tant que femme, mais je vais pas divorcer avec toi, mais j'aurai aucune relation avec toi. Et c'est interdit selon la halakha. Et donc, chaque fois qu'un homme il a une relation avec sa femme, dans le but de lui donner du plaisir, il réalise une mitzvah qui s'appelle la mitzvah Ona. Et donc, et ça n'a rien à voir avec la contraception, ça n'a rien à voir avec la conception, avec la procréation. C'est deux mitzvot tout à fait différentes. Et c'est pour ça que dans le judaïsme, on a le droit d'avoir des relations avec une femme qui est enceinte, avec une femme qui est ménopausée, avec une femme qui allait, etc. Et une femme qui prend des moyens de contraception. Parce que c'est pas considéré comme sortir du sperme en vain. C'est pas en vain, c'est dans le but de réaliser une mitzvah. En plus, lorsqu'on parle de sortir du sperme en vain, ça veut dire que le sperme, il sort pas à l'intérieur dans les voies vaginales, mais il est comme avec cette histoire de Hervé Onan qui sont sortis au dernier moment pour avoir une éjaculation dehors. Et donc, c'est donc, euh, donc, s'il y a une relation. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Pourquoi on ne considérerait pas que ce sperme en vain, c'est le fait de ne pas donner un enfant à une femme qu'il désire, tout simplement? Non, parce qu'il y a deux mitzvot. Il y a deux mitzvot. Il y a une femme qui veut Er, avoir des enfants, et il y a une femme qui Veona, veut. Mais il y a une femme qui veut pas avoir des enfants, mais elle va avoir une relation avec son mari parce qu'elle va avoir une très relation bien, mais intime. là, il a la relation. Oui. Il l'a, même Alors, si son quelle est sperme votre question? n'est pas. Non, je dis que c'est-à-dire que ce Issour a mérité la mort de Er Veonan. C'est là, Non, on est là-bas, dans une. c'était beaucoup plus grave. Ouais, ok. Non, il n'y Non, a mais pas c'est écrit là-dessus il y qu'on a pas écrit dans le s'appuie. Shulchan Aruch que quelqu'un qui sort du sperme en vain, il est passible de mort, hein.
C'est Non, la- non, on apprend mais là, ça a on été. apprend de l'histoire de Hervé Onan dans la Bible, on apprend la gravité de la chose. Mais c'est pas Mais Er et Véona, c'était deux hommes qui ont eu des relations avec une femme qui, a priori, désirait avoir un désirer enfant avoir des enfants et et qui ne leur a pas donné un enfant. Un, Nachon, le premier, c'était parce qu'il voulait la conserver belle, et le deuxième ne voulait pas donner de maison à son frère. Nachon, Donc là-dessus, c'est ça ce qu'on appelle dans la Torah Zera Levatala. Nachon. C'est pas de sortir le sperme à l'extérieur. C'est Non, non, le fait de c'est ne pas aussi le donner faire un de sortir le enfant, sperme parce que c'est comme non, parce que c'est comme ça que ça a été fait. Donc c'est aussi, on apprend aussi de la Nahon, parce manière dont qu'ils ça a n'avaient été pas fait. d'autres, ils n'avaient pas d'autres moyens. Non, on Mais apprend de cela vous comprenez ce aussi que je veux de dire? la manière. Donc c'est pour ça que même si c'est par consentement, ok, où une femme elle dit, moi je veux, oui, je veux pas je veux pas tomber enceinte, donc retire-toi au dernier moment, c'est interdit. Non, non, ça Ça, c'est le mainstream. Le ça c'est la mainstream. halakha parce que c'est encore une fois, euh, on apprend de l'intention de Hervé Ona, mais on n'apprend pas uniquement de l'intention, mais de la manière dont ils l'ont fait. Et donc, on va arriver là au premier moyen de contraception dont on va parler, c'est l'utilisation du préservatif. Ça, c'est considéré comme quelque chose d'interdit dans le judaïsme. Ce sera considéré comme sortir du sperme en vin parce que le sperme, il rentre pas dans les voies vaginales d'une manière naturelle et que donc, c'est considéré comme Otsad Zera Levatala. Alors, est-ce qu'il existe des exceptions? Est-ce qu'il y a des cas où on a le droit d'utiliser un préservatif stérile? Alors, d'abord, première chose, vous savez qu'à l'Institut Poix, on parle de, de, de- de moyens de fécondation in vitro, on en parle d'insémination artificielle. La recommandation, et c'est ce qu'il faut faire, c'est avoir une relation intime en utilisant un préservatif stérile, de faire un recueil dans un préservatif et d'apporter le recueil au laboratoire qui vont après traiter le sperme et s'en servir pour l'insémination ou pour la fécondation in vitro. Dans ce cas-là, c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Parce que le but, justement, c'est d'avoir des enfants. Le but, c'est de procréer. Donc, ça va pas être considéré comme sortir du sperme en vain. Ok, on apprend ça. On en a déjà parlé pour ceux qui sont des nouveaux, encore une fois, on en a déjà parlé quand on a parlé de fécondation in vitro et de précréation selon la halakha. Est-ce qu'il y a des autres cas où c'est envisageable? Alors, ces dernières années, il y a eu des études qui ont été faites et présentées à des rabbins. Il y a sur des femmes qui auraient des fausses couches à répétition suite à des relations intimes. C'est-à-dire que la prostaglandine fait que il y a des contractions juste après la relation intime qui sont tellement fortes pour que ça expulse ça- l'embryon ou le fœtus et ça provoque des- Alors là, il y a certains rabbinim qui ont autorisé dans ce cas-là d'utiliser un préservatif parce que comme je vous ai dit, de dire à un couple n'ayez pas de relation pendant 9 mois, c'est pas quelque chose d'envisageable. Ça fait partie de la vie du couple, etc. Mais, encore une fois, pas en utilisant un préservatif. Mais si là, ça va euh, éviter des fausses couches, mais il faut que ce soit prouvé que c'est ça la raison. OK, quoi. Il faut vraiment que ce soit la raison. Alors, je sais à l'hôpital à Shaare Zedek à Jérusalem, il y a eu toute une étude qui a été faite là-dessus qui m'en a parlé le professeur Chimel, qui était responsable de l'unité de soins intensifs des nourrissons, des bébés prématurés, des grands prématurés, etc. Et il avait fait donc toute une étude là-dessus. Ils ont trouvé qu'il y avait même peut-être un facteur génétique, que certaines femmes ont des contractions très très fortes et qui provoquent des fausses couches à la suite de relations intimes. Donc, encore une fois, je ne dis pas que tous les rabbins acceptent ça, mais c'est quelque chose peut-être d'envisageable. Et puis après, on a des questions de danger de mort, chas v'chalila, de femmes qui pourraient mourir si elles tombent enceintes. Elles n'ont pas le droit de prendre des hormones parce qu'elles ont, je sais pas, elles ont une embolie cérébrale, elles n'ont pas le droit de prendre des hormones, elles ont essayé un stérilet, elles ont eu des hémorragies épouvantables, etc. Est-ce que dans ce cas-là, on autoriserait, je dis pas que c'est pas simple. Beaucoup de rabbins, dans ce cas-là, vont pas autoriser, ils vont aller plus vers la ligature des trompes, on va en parler dans quelques minutes, mais pas vers l'utilisation. Alors, il y a aussi des questions pour des gens sont dans
traitement de chimiothérapie et on leur interdit d'avoir de relations intimes. D'abord, un, parce qu'il ne faut pas que la femme tombe enceinte lorsque le mari est en plein traitement de chimiothérapie, mais aussi on a une certaine crainte que les produits radioactifs contaminent la femme, etc., etc. Alors c'est quelque chose d'intéressant parce que on a essayé de retrouver des études qui ont été faites. Combien de temps après avoir reçu euh, la chimiothérapie, pendant combien de temps il y a des produits radioactifs qui sortent dans le sperme. Il n'y a aucune étude qui a été faite dans le monde là-dessus. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment bizarre. Si vous êtes travaillé dans un département de recherche, on serait intéressé que vous fassiez une recherche là-dessus. C'est quelque chose de pratiquement. Ça n'a pas été. Il n'y a pas, il y a pas. Alors, on en parle avec des médecins et on entend toutes les différentes sons de cloche. Il y en a qui nous disent 3 jours, il y en a qui nous disent 2 semaines, il y en a qui nous disent des mois. Il n'y a pas vraiment d'étude qui a été faite sur ce sujet. C'est même étonnant, je trouve. Et puis, on a posé aussi la question à des médecins spécialisés dans les grossesses, les grossesses à risque, des problèmes de malformations infantiles, etc. Combien de temps ça me mettrait pour un homme qui, après, il a terminé sa chimiothérapie, combien de temps ça me mettrait pour qu'il y a, il y a un risque, je dirais, au niveau euh, pour un risque de malformation chez le bébé dû Informatif. à- Et là aussi, on entend différents sons de cloche. Il y en a qui nous parlent de 3 mois parce qu'ils nous disent que le cycle de fabrication du spermatozoïde, c'est plus ou moins 90 jours, donc c'est 3 mois. Après 3 mois, c'est bon. 72 jours. Il y en a qui nous parlent de 6 mois, il y en a qui nous parlent d'1 an et demi. J'en ai parlé avec plusieurs spécialistes de fertilité et chimiothérapie et fertilité. Et il n'y a pas d'études. Euh, il y a il y a des svaros, des pensées qui ont l'air, voilà, mais il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites dans le monde parce que d'abord, les recommandations dans le monde entier, c'est de ne pas avoir de relations on congèle du sperme avant, on utilise après le sperme, etc. Mais il n'y a pas vraiment voilà. Donc, si vous connaissez des études, ce serait intéressant de les vérifier. Entre autres, à l'Institut Poix, ce qu'on essaye de faire, parce qu'on essaye d'être sérieux, c'est de justement d'adapter nos réflexions halachiques et d'éthique et de halakha par rapport à des études qui ont été faites. Pas simplement sur des pensées, que ce soit un rabbin qui pense ou que ce soit un médecin qui pense. Essayer vraiment de faire les choses sérieusement, mais voilà, il y a encore du travail à faire. Ok, on continue. Et puis on a un interdit, selon la halakha, de stérilisation. C'est-à-dire que on apprend ça d'un verset de la Torah qui nous parle, qui n'a rien à voir avec les hommes et les êtres humains. On nous parle d'interdit de faire un sacrifice, donc au Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, d'apporter une bête qui a été mutilée au niveau des organes génitaux. Ma'our vekatut venatuk vekarut, lot akrivu l'Hashem, uber tsechem lo ta'asu. Un animal qui a été donc stérilisé, castré, où la verge aurait été castrée, les testicules auraient été coupés, etc. On a un interdit de l'apporter en sacrifice au Beth Amikdash. Et puis tout d'un coup, à la fin de ce verset, on a tout d'un coup deux, trois mots qui ont apparemment rien à voir. Uber tsechem lotasu. Et ne faites pas ça sur votre terre. D'abord, si on parle des sacrifices, on n'a pas le droit d'apporter des sacrifices en dehors de Jérusalem et en dehors du temple de Jérusalem. Donc, ça n'a rien à voir. On sait très bien qu'on n'a pas le droit d'apporter un animal, que ce soit à Jérusalem ou en dehors de. On ne peut pas le faire de toutes les manières, on ne peut pas apporter un sacrifice en dehors de Jérusalem. Alors, qu'est-ce que c'est Uber Tsechem Lotasu? Ne faites pas cela dans votre terre. Et là, nous apprennent dans le Talmud, il y a donc une réflexion sur ce sujet, sur ce verset de la Torah, et nous disent qu'en fin de compte, ça vient élargir le sujet. C'est pas uniquement pour des animaux, mais c'est aussi pour des êtres humains. Et qu'il est interdit de stériliser, de castrer des êtres humains. Alors, il y a après toute une réflexion et toute une discussion. Alors, c'est clair que c'est un interdit de la Torah.
Mais est-ce que c'est un interdit de la Torah uniquement pour les hommes ou aussi pour les femmes? Pourquoi il y a cette discussion? C'est pas parce qu'on dénigre les femmes, mais c'est simplement parce que selon la tradition, de son la halakha, la, la, la mitzvah de Piri Averivia, le fait d'avoir l'obligation d'amener des enfants sur terre, de procréer, ça incombe uniquement les hommes et pas les femmes. Les femmes sont bien sûr associées à cette mitzvah, mais elles n'ont pas l'obligation. Ça veut dire qu'une femme qui déciderait de ne pas se marier, par exemple, pour ne pas avoir d'enfants, c'est selon la halakha, c'est OK. C'est peut-être triste, mais c'est OK. Alors qu'un homme qui déciderait de ne pas se marier pour ne pas avoir d'enfants, on a vu que non, la Torah elle nous dit marie-toi parce que tu as l'obligation d'avoir des enfants et on en a parlé de l'importance. Donc, certains commentateurs de la halakha nous disent que cet interdit, il incombe de stérilisation, il a un rapport avec la réalisation de réalisation de cette mitzvah. Puisqu'un homme est obligé de procréer, on a un interdit de stérilisation. Si une femme n'est pas obligée de procréer, on n'a pas un interdit de stérilisation, mais on va quand même l'interdire, ce qu'on appelle des rabbanan. On ne va pas stériliser toutes les femmes juives, mais c'est pas aussi grave. Ça, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Certains autres rabbanim ne sont pas d'accord avec ça. Par exemple, le Gaol de Vilna, il dit non, que pour les deux, c'est un interdit. Il interdit de stériliser une femme comme il est interdit de stériliser un homme, mais c'est un interdit d'Eoraita, de la Torah, mais la punition qui viendrait avec est différente. Elle est plus grave pour un homme que pour une femme. Donc la position de base du judaïsme, c'est qu'il est interdit de stériliser des hommes et des femmes. Mais, comme vous le savez, si c'est un interdit de la Torah, c'est pratiquement il n'y a aucun cas de figure dans lequel on pourrait faire cette chose-là, à moins qu'il y ait un danger de mort. Ok, si un homme il a un cancer au testicule, alors on a le droit de le stériliser d'une certaine manière en enlevant les testicules parce qu'on va lui sauver la vie. Mais si c'est uniquement pour ne pas avoir d'enfant, non. Est-ce que les femmes, c'est aussi que dans des cas de danger de mort? Alors, pour le Gaon de Vilna, apparemment, oui. Et pour le Shulchan Aruch, et pour la majorité des rabbanim, il y a des cas de figure qui sont envisageables. Alors, quand on parle de ligature des trompes, donc c'est de ça qu'on parle. On parle de stérilisation. Euh, alors, encore une fois, c'est interdit. C'est interdit dans le judaïsme. De nos jours, on ne parle plus de ligature des trompes, on parle de d'ôter les trompes. Les trompes, on enlève, si déjà on enlève directement les trompes. On ne fait pas une ligature parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que les cancers d'utérus et des ovaires, etc., ça commence par d'abord des cellules cancéreuses dans les trompes. Si déjà alors, on n'a plus besoin des trompes, il est préférable déjà de les enlever que de les laisser et de laisser le risque de cancer au niveau des organes génitaux de la femme. Donc de nos jours, on ne parle plus de ligature, on parle de ôter les trompes, ce qui a écrit là, salpingectomie. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des cas dans lesquels ce serait oui toléré? Si on considère, comme je vous ai dit, que c'est un issour deoraita, ce serait toléré uniquement lorsqu'une femme est en danger de mort. Si elle tombe enceinte, elle risque de mourir. Elle n'a pas le droit à des hormones parce que elle risque de mourir. Elle ne peut pas mettre de stérilet parce qu'elle risque de mourir. Bon, je ne sais pas s'il y a des cas comme cela, mais ça, c'est le docteur Bruno Rosen qui nous le dira. Et donc, dans ce cas-là, c'est envisageable. Euh, Est-ce que c'est envisageable même quand on n'est pas dans un cas si grave extrême de risque de mortalité? Alors, pour les rabbinim qui considèrent que c'est un issour des rabbanan, alors c'est envisageable, mais comme nous dit le Rav Moshe Feinstein, même si c'est un issour des rabbanan, c'est pas un issour des rabbanan. Même dans les issourim des rabbanan, dans les interdits des sages, il y a des degrés de. Ok? On parle pas de là de Netilat Yadayim. On parle pas on parle d'un sujet qui a une influence euh, fondamentale et grave sur la santé, sur le fait d'avoir des enfants, le fait de procréer, le fait de faire venir des neshamot sur Terre. Donc, pour certains rabbins, ce sera envisageable, mais vraiment, il faut que ce soit vraiment des. Pas, encore une fois, je parle, il n'y a pas besoin de danger de mort, mais il faut que ce soit vraiment
où on n'a pas d'autre solution, ce serait trop compliqué, trop. Donc, il va falloir, bien sûr, en discuter avec, bien sûr, avec le mari et la femme, expliquer la position du judaïsme et vérifier après chaque cas. Et ça, c'est ce qui est important. Je ne l'ai pas dit au départ, mais je le dis maintenant. Dans le judaïsme, chaque cas est un cas particulier. On vérifie toutes les données qui sont en rapport avec la santé, le côté social, le côté psychique, le côté mental, on vérifie toutes les, pas le côté argent. C'est pas, on dit selon la tradition du judaïsme, chaque bébé il vient avec son pain, avec sa baguette dans la main. Quand les chadim kikaro beyado, chaque bébé il vient avec, il y a la bracha que Imir Tzachem, ce bébé, il vous apportera de la bracha et vous aurez de quoi le nourrir. Et donc c'est pas le côté financier, c'est pas le côté principal dans lequel on parle, mais tous les autres côtés bien sûr. Alors encore une fois. Alors, il y a aussi une notion qui s'appelle en sirus asachar sirus. C'est-à-dire qu'une femme qui est déjà stérilisée, on ne peut pas la stériliser une deuxième fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme, par exemple, si on prend notre cas, si elle est déjà ménopausée, et donc elle est stérilisée d'une manière naturelle, mais elle ne peut plus avoir d'enfant, et donc là, c'est tout à fait différent. En sirus asachar sirus, il n'y a pas d'interdit donc, si une femme, par exemple, il y a parfois, c'est des questions d'enlever l'utérus parce que, elle a des saignements énormes, parce qu'on ne trouve pas de solution, parce qu'il y a une descente des organes et l'utérus, il se trouve, on essaie de le remonter et ça ne marche pas, etc., etc. Donc, ça aussi, on va prendre en considération l'âge de la femme et est-ce qu'elle peut encore, oui, tomber enceinte ou elle ne peut pas tomber enceinte. Si elle peut déjà plus tomber enceinte ou il est clair qu'elle n'a pas le droit de tomber enceinte, c'est interdit et que ça peut la mettre en danger, ce sera donc peut-être envisageable d'autoriser une ligature des trompes ou enlever un utérus s'il y a besoin. Oui. Il y a Si quelqu'un ça qui a des change, ok. questions. Vous avez le droit de parler, hein? C'est une étude, c'est pas une conférence. Tov. Ok, on va continuer. Non, vous avez mis une image là, juste pour ligature des trompes. Du coup, il y a une différence entre les... Non, non, il n'y a pas de différence. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Il y a- Mais je vous dis, de nos jours, on fait ni ça, ni ça, ni ça, on les enlève complètement. On laisse plus les trompes de nos jours parce que justement, ça peut, comme ça, on baisse les risques de cancer des organes génitaux féminins. Donc, de nos jours, on les enlève. C'est un Et de vieux, grossesse. c'est une vieille image. Comment? Et de grossesse. Ah, oui, parce que c'est pas 100%. Même les ligatures des trompes, c'est pas 100%. C'est 95, je sais plus combien, mais J'ai c'est pas vu du 100%. trois femmes enceintes après ligature de trompe. Attends, il y a des miracles chez vous. Ok. Alors, on parle de vasectomie. Il y a des mauvais chirurgiens, peut-être. Alors, on parle de vasectomie. Ok, vasectomie, de nos jours. Bon, alors, en Israël, c'est pratiquement un acte chirurgical qui est très rare. Et c'est pas dans la mentalité, parce que peut-être à cause de la halakha. Mais vous savez qu'il y a dans le monde il y a des, il y a des campagnes pour la vasectomie. Ce qui peut se comprendre d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les femmes, elles disent, moi, pourquoi je prendrais des hormones? Pourquoi je vais me prendre des pilules pendant toute ma vie? Ou me mettre un stérilet, etc. T'as qu'à te faire stériliser, ça prend quelques minutes, et on aura après, on n'aura pas besoin d'utiliser toutes ces hormones, etc., etc. Il y a aussi même des hommes qui veulent se faire vasectomie parce que, voilà, c'est plus simple. Comme ça, ils n'ont pas, quelques mois après, avoir une relation avec une fille qu'ils ont d'un soir. Ils sont sûrs qu'elle va pas leur taper à la porte après en leur disant, coucou, je suis tombé enceinte. Maintenant, il faut que tu t'occupes du bébé, etc. Il faut que tu te maries avec moi ou il faut que tu me donnes un dédommagement, etc. Donc, il y a de plus en plus de personnes. Il y a des... J'avais même vu un film épouvantable. Quoi. Pour moi, c'est épouvantable. Pour eux, c'est d'un d'un- d'un couple. Je ne me rappelle pas si c'était au Brésil ou en Argentine, etc., en Amérique du Sud, où ils avaient fait toute une messiba, toute une fête pour fêter la vasectomie de monsieur et la ligature des trompes de madame pour être sûr. Voilà.
Alors, vous avez compris que chez nous, c'est pas on ne fait pas des fêtes pour ça. Donc, c'est quelque chose d'interdit dans le judaïsme. C'est impensable, c'est interdit. Et d'ailleurs, ça se fait pratiquement pas en Israël, quand on parle d'Israël. Il y a d'autres pays où c'est quelque chose, c'est des choses qui sont courantes. Euh, et il y a surtout une implication, et ça que les gens ne le savent pas, c'est qu'il y a une explication très rare dans le judaïsme d'une personne qui se ferait stériliser. On a un passouk dans la Torah qui nous dit Lo yavo ptsua daka vekrut shofra bekal Hashem. On a un passouk dans le Deutéronome, dans le Sefer Dvarim, qui nous dit qu'une personne qui a été stérilisée, elle n'a pas le droit de se marier. Et si elle est mariée, elle doit divorcer. Les gens ne sont pas au courant de ça, mais c'est quelque chose de très très grave dans le judaïsme. L'implication est très très grave. Alors après, il y a eu des questions qui ont été posées, nous, à l'Institut Poua. Quelqu'un qui ne savait pas s'il fait une réparation de la vasectomie, qui est pratiquement impossible, mais bon, ça se fait. Ça se fait pas en Israël, mais ça se fait dans certains pays où ils ont plus l'habitude. Est-ce que ça marche? Quelqu'un qui m'a raconté il veut se convertir au judaïsme, mais qu'avant avant de se convertir, il s'est fait une vasectomie. Alors, est-ce que maintenant, cette loi, elle incombe ça, parce que quand ce qu'il avait fait, il n'était pas juif, donc peut-être que ça l'incombe pas. Il y a des questions qui sont posées. C'est rare, bien sûr, ce genre de questions, parce que c'est pas dans la mentalité. euh, En Israël, c'est sûr, mais je pense aussi des juifs du monde. Mais il y a des campagnes et ça, il faut qu'on le sache, qu'il y a des campagnes internationales là-dessus. Euh, euh, alors, et donc, voilà, c'est important. Est-ce que si demain, on ne, si demain, il faudra un prix Nobel, ça, pour savoir, si demain on sortait une, un moyen de contraception qui est réversible pour les hommes, par exemple, une pilule. Un homme, il prendrait une pilule, mais c'est réversible. Le jour où il arrête la pilule, tout revient. Alors, quand on parle de stérilisation, on parle de quelque chose qui est euh, sans retour, définitif. Si on avait une possibilité, si ça existait. Alors, j'ai vu, il y a quelques personnes qui m'ont posé cette question. Il existerait une genre d'un produit qu'on mettrait dans les canaux, les vases déférents. On mettrait dans le canal un genre de produit qui boucherait le canal. Mais si, lorsque la personne elle veut avoir un enfant, alors on lui injecte là-bas un deuxième produit euh, qui Dissoudre. va faire fondre, je sais pas, Dissoudre. dissoudre la colle qui a été mise dès le départ. Je sais pas, j'ai pas, d'abord je sais pas si ça existe vraiment, et je sais pas si c'est effectif, si ça a été vérifié que c'est réversible. C'est une bonne question. Euh, Comme je connais les femmes, la plupart des femmes, elles feront pas, qui veulent pas avoir d'enfants, elles vont pas se fier à ce genre de truc. Elles vont prendre leur pilule ou se faire poser un stérilet parce que si elles veulent pas tomber enceinte, je sais pas si elles vont être d'accord. Mais bon, c'est une question. C'est une question ilchatique. Si on a un produit qui est réversible, mais il faut un autre acte chirurgical, c'est-à-dire que c'est pas réversible de lui-même, c'est pas une pilule qu'on arrête. Est-ce que ce serait considéré comme euh, réversible, oui ou non? C'est une bonne question. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, aussi une question sur un genre de sous-vêtement, un slip qui fait que ça remonte les testicules, qui sont collés à la paroi de l'abdomen et qui chauffe le testicule et qui fait qu'au bout de quelques semaines, euh, la production de sperme s'amoindrit, la qualité comment ça s'appelle, la mobilité des spermes est plus mauvaise, la fragmentation peut-être de l'ADN du sperme, elle est affectée. Est-ce que ce serait autorisé si le jour où il change de sous-vêtement et tout revient en arrière? Apparemment, je vois pas le problème. Il est pratique. C'est pas une stérilisation. Je sais pas si ça marche, mais oui. Vous voulez poser une question? Si Vous vous voulez- permettez, Oui, bien sûr. euh, il existe d'abord des techniques de vasectomie réversibles depuis Ok. quelque temps. Donc ça, je l'ai vu parce que moi, je suis biologiste spécialisé et sur quelqu'un qui avait eu une vasectomie, j'avais un sperme strictement normal, j'ai appelé l'urologue qui m'a dit qu'il avait pratiqué une technique réversible
mais qui ne marche pas toujours. C'est pour ça qu'il faut toujours faire des contrôles derrière, donc il était obligé de le réopérer. Mais ça C'est-à-dire que ça existe, marche pas ça toujours, c'est ça une veut dire première que chose. parfois c'est pas réservé, C'est-à-dire c'est qu'elle est pas. plus techniquement, elle est un peu plus compliquée. C'est-à-dire Oui, que bien ça va sûr. pas être une section évidemment des canaux déférents, ça va être une espèce de ligature un peu compliquée, mais il y a une technique. Ça c'est une première Ok. chose. Et l'anneau-thermique, ça marche vraiment, ça Ah ouais? marche, je le vois. Effectivement, ça donne des personnes qui étaient normales qui deviennent quasiment azoospermiques. Mais là aussi, il suffit de pas bien perdre son espèce de slip là et ben, ça repart, quoi. Donc c'est pas aussi sûr que d'autres techniques. Mais en tout cas, c'est de plus en plus prisé, hein. Oui, oui. Effectivement, il y a un J'en véritable entends parler, engouement. on m'a Voilà. posé des questions. Et Euh, donc là, effectivement, au niveau allergique, on peut se poser la question, puisque c'est réversible, si dans certaines conditions, ça n'est pas alors, c'est autorisé. sûr que le slip, là, le sous-vêtement, là, je pense pas qu'il y ait un problème d'Ilkhata. D'Alakha, non. Je vois pas de problème d'Alakha là-dessus. Euh, Il n'y a pas écrit dans la halakha qu'on n'a pas le droit de travailler dans une boulangerie face à un four et qui fait que peut-être on a des on dit que les chauffeurs de camions qui sont assis sur la ils ont le moteur sous les ils sont assis sur le moteur et ils ont je sais pas si ça a été vérifié, c'est ce qu'on dit ils ont moins de sperme. C'est pas interdit dans le judaïsme. Ça c'est pas le problème. Mais bon, ce produit sclérosant ou ce produit bouchant, ça, je ne sais pas. Bonne question. OK. On continue. On continue, on va passer donc à la pilule contraceptive. Et alors, il va falloir maintenant qu'on vérifie chaque fois qu'on a un nouveau moyen de contraception, est-ce qu'il rentre dans ces catégories? Est-ce qu'il provoque une stérilisation? Est-ce qu'il provoque le fait de sortir du sperme en vain? Et la pilule contraceptive, bien sûr, c'est non, puisque la relation est normale, le sperme rentre dans les voies vaginales d'une manière normale, et on parle pas de stérilisation, puisque lorsqu'on arrête de prendre sa pilule, la machine repart et on peut retomber enceinte. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle de moyens de contraception, la plupart des rabbinim, des rabbins, ils parlent d'autoriser l'utilisation de la pilule parce que, encore une fois, après on revient à la question de base. Est-ce que on peut utiliser une pilule? Est-ce qu'on a le droit de ne pas avoir d'enfants, etc. Mais si on a donné l'autorisation, c'est bien sûr le moyen de contraception le plus, je dirais, euh, au point de vue d'Alakha, où il y a moins de questions. Il y a moins de questions. Après, euh, bon, j'ai pas besoin de vous expliquer tout ça parce que vous savez ce que c'est. OK? Donc, tout ça, j'ai pas besoin de vous expliquer. Ça, vous savez en quoi ça bloque l'ovulation, ça amoindrit euh, la ririte arechem, l'endométrium, donc ça fait qu'il y a moins de chances de tomber, d'avoir une nidation. Ça change la muqueuse la muqueuse du cervical et ça fait qu'il y a moins de possibilités pour les spermatozoïdes de rentrer à l'intérieur. Donc, il y a trois effets conjonctifs, ils sont ensemble qui fait que ça, on réduit le risque de- OK. Alors, il n'y a pas pas de baya, de problème de Zera Levatala, il n'y a pas de problème de stérilisation. Il y a des problèmes qui sont, je dirais, des, des effets secondaires. Pas des effets secondaires médicaux, mais des effets secondaires ilchatiques. Principalement les problèmes de taches et les problèmes de saignement. Alors, un des... alors, ça, c'est déjà plus ça s'appelle c'est déjà plus une question de rabbin, c'est une question médicale, ça. C'est une question. Plus le taux d'hormones, d'œstrogène et de progestérone est bas, plus il y a des risques d'avoir du spotting, plus il y a des risques d'avoir des, des- des saignements. Euh, et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut gérer face aux médecins. L'important, mais j'explique aux femmes lorsqu'elles nous téléphonent à l'Institut Pouvoir. Alors, à l'Institut Pouvoir, bien sûr, les femmes, elles discutent avec nous, mais aussi à l'Institut Pouvoir, on a des femmes qui ont été formées par l'Institut Pouvoir pour discuter avec les femmes, justement, pour des questions de contraception. Euh,
souvent les femmes, elles veulent poser des questions, elles veulent comprendre, etc. Elles ont pas envie d'en discuter avec ça avec un homme, je peux tout à fait comprendre, elles préfèrent donc pas discuter avec une femme. Et donc, on a eu des femmes à l'Institut Poura qui sont là tous les jours, où elles reçoivent des coups de téléphone, des femmes qui leur posent des questions avant d'aller chez leur gynécologue. Comme ça, elles sont déjà en conscience de qu'est-ce qui pourrait être autorisé, qu'est-ce qui pourrait être ne pas autorisé, qu'est-ce qu'il faudrait mieux prendre pour éviter des problèmes justement de spotting, et de règles, de saignement entre les règles, etc. Donc ça, c'est après en discuter avec le médecin. Mais il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites dans le monde sur ces sujets-là, dans le sens où nous, quand on parle de taches et de saignements, au point de vue de la halakha, c'est pas un problème au point de vue dans le monde, c'est pas un problème médical. C'est-à-dire, si on parle de grands saignements, d'énormément saignements, etc., bien sûr, ça va être. Ils vont en parler avec le médecin, le médecin va parler avec le laboratoire de pharmaceutique, etc., etc. Mais lorsqu'on parle de petites taches, de petits saignements, un peu sur du papier, etc., en général, les femmes, elles vont pas se plaindre chez leur gynécologue parce qu'il y a des petites taches ou des petits saignements. Et chez nous, c'est bien sûr important, puisqu'on a les lois de pureté familiale de NIDA. Et puis, c'est aussi important parce que, par exemple, si on parle d'une Kala avant le mariage et qu'on lui donne tout un traitement hormonal pour éviter justement qu'elle ait ses règles le soir du mariage, et puis on lui donne une pilule mini-dosée avec de l'estradiol mini-dosé, et elle commence à saigner sans arrêt. Donc, à l'Institut Poua, avec des rabbins, avec des médecins comme le docteur Rosen, comme le docteur Schreiber, comme le docteur Kata, tous ces médecins-là qui sont des gens qui sont euh, et orthodoxes et avec un public orthodoxe, etc. On essaie de trouver des solutions. Ils essayent de trouver les solutions. Ils nous donnent leur- Ce qui est qui est très compliqué, c'est les implants des Depo-Provera. Ça, c'est une catastrophe. Ça fait des saignements sans arrêt. C'est très compliqué à gérer. Bon, c'est pas très démocratisé en Israël, ni les piqûres de Depo-Provera. Les piqûres de Depo-Provera en Israël, elles sont pas du tout données, pratiquement jamais. C'est plus pour des personnes qui sont des femmes qui sont avec un déficience intellectuelle, qu'on ne peut pas leur donner une pilule, mais d'un autre côté, elles ont des relations avec des hommes, elles peuvent tomber enceintes, etc. On ne peut pas leur faire confiance, on leur donne une piqûre de Depo-Provera. Ça, c'est beaucoup plus En général, c'est comme ça que ça se passe en Israël. C'est très rare qu'une femme prenne du Depo-Provera ou des implants, mais il y a certains pays dans le monde où c'est vraiment répandu, ce genre de moyens de contraception. Il faut le savoir, c'est problématique au point de vue des saignements parce qu'il n'y a que de la progestérone dedans. On va en reparler dans 2 minutes. Après, il y a cette possibilité de prendre plusieurs plaquettes et en continu. Aucun problème de halakha là-dedans. Si une femme, il y a quelqu'un qui dit, ben, j'aurai pas mes règles, je vais pas aller au mikvé. Bon, ben oui, ben, si vous n'avez pas vos règles, vous n'allez pas aller au mikvé. C'est pas une obligation d'aller au mikvé. Si, c'est une obligation d'aller au mikvé, selon la halakha, si on a eu ses règles et qu'on va avoir une relation avec son mari, d'aller au mikvé. Mais si on prend la pilule en continu et qu'on n'a pas ses règles pendant 2, 3 mois, 4 mois, il n'y a aucun problème de halakha là-dedans. Donc, Mhm. voilà, c'est au point de vue ilchatique. Après, j'explique aux femmes que ça ne marche pas toujours. Des fois, après une plaquette et demie, il commence à avoir des saignements. Des fois, après 2 plaquettes, après 3 plaquettes, c'est pas toujours là. Ok. Alors, il y a une question de halakha qui est un peu compliquée. Euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a une notion dans la halakha qui s'appelle prisha samuch laveset. C'est-à-dire que lorsque une femme, elle sait qu'elle va avoir ses règles, et il y a des moments dans la halakha qui sont fixés 30 jours d'avoir eu ses prochaines règles, ou à la même date où elle a eu ses prochaines règles, ou au même espace qu'elle a eu ses prochaines règles, ses règles précédentes. Elle doit, le couple doit se séparer l'un de l'autre. Ils ont le droit de se toucher, ils ont le droit de s'embrasser, ils ont le droit mais ils n'ont pas le droit d'avoir de relations intimes parce que peut-être qu'à ce moment-là, c'est un moment propice où il va y avoir les règles vont commencer. Et c'est ce qu'on appelle Prisha Samuch Laveset, le fait de se séparer l'un de l'autre quand on est proche des prochaines règles. Il y a vraiment des règles de halakha sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que fait une femme lorsqu'elle prend une pilule? Est-ce qu'il y a ces notions-là? Non. Ces notions-là
de ce qu'on appelle Ona Benonit, Onata Chodesh, Onata Flaga, tout ça c'est annulé puisque on sait qu'elle va pas avoir les prochaines règles, puisque elle prend une pilule qui bloque la venue des prochaines règles. Mais quand est-ce que oui, elle va devoir se séparer de son mari? Lorsqu'elle va arrêter de prendre la pilule. À l'Institut Poids, on dit aux femmes d'avoir, pendant les premières 24 heures après avoir arrêté votre pilule, vous avez le droit d'avoir de relations intimes. Et après 36 heures, pendant les 36 heures, vous avez le droit d'avoir une relation intime. Et après 36 heures, il faut se séparer parce que c'est à ce moment-là, selon les études médicales, que c'est le moment propice où il va y avoir, vous allez avoir vos prochaines règles. Et après, on va faire un bilan au bout de 3 mois. Si au bout de 3 mois, la femme, elle me dit, non, mais moi, après, avant 48 heures, j'ai rien. Eh ben, après les 3 mois qui sont passés, on sait que pendant 48 heures, il n'y a rien, 72 heures, il n'y a rien. Eh ben, vous pourrez continuer de cette manière, selon ce que vous êtes sûr où il n'y a rien. Il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de problème. Et s'il s'avère que ça, c'est plus tôt, eh ben, ce sera plus tôt. OK. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Prisha Samouchlaves. Après, il y a toute une question qui est face aux pilules d'allaitement. Comme vous savez, dans les pilules d'allaitement, il y a uniquement de la progestérone, il n'y a pas d'œstrogène, parce que l'œstrogène fait baisser la production de lait chez les femmes qui allaitent. Donc, une femme, après avoir un accouchement, qui désire repousser sa prochaine grossesse, elle utilisera une pilule d'allaitement avec de la progestérone only. Donc, le problème, c'est les saignements. C'est très problématique. Il y a énormément de saignements. Au départ, il y a un moment d'adaptation, mais il y a des femmes où ça dure ça dure plusieurs mois sans arrêt, des saignements sans arrêt, etc. À l'Institut Poua, on a fait une étude sur ce sujet-là. Il y a un de nos rabbins de l'Institut Poua qui s'appelle le Rav Lior Sekev, est en train de faire un doctorat dans la fac de médecine de Tzfat, de Safed, et comme sujet, alors il n'est pas médecin, il est rabbin, mais il fait des études c'est pas pour être MD, c'est pas pour être médecin, mais c'est des études de médecine sans être médecin, sans la pratique et le stage, etc. Il fait tout le côté, euh, il fait le côté formel sans la clinique. Ok. Et donc, dans son doctorat, il a choisi ça comme sujet dans son doctorat. Et il y a des études qui ont été faites à double aveugle, etc., pour savoir quelles seraient les pilules qui donneraient plus de saignement, oui ou non, et quelle serait la solution à faire. Alors, si vous voulez, par l'intermédiaire du docteur Allison Luzon, il a publié 3 articles, déjà, ou 3 ou 4 articles qui ont été publiés dans des journaux spécialisés de contraception internationale. Bien sûr, c'est avec toute une équipe. Il n'est pas tout seul. Il y a aussi il y a des médecins avec lui, etc. Et donc, ce qui est proposé en Israël, vous me direz, le docteur Rosen, si vous êtes d'accord, il s'est avéré que lorsqu'on donne de la Primolut-Nord, ce qu'on appelle en français du luténil, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais c'est ce que j'ai compris, avec le Cerazette ou avec le Diamila, etc., on peut réduire on peut annuler totalement ces saignements qui sont très, très, très compliqués pour les femmes qui utilisent donc ces moyens de contraception. Alors, elles prennent pas du Cerazette avec du Primolot Nord pendant des mois et des mois et des mois, mais elles commencent si d'abord elles commencent du Cerazette, s'il y a pas encore une fois, Cerazette, c'est ce que j'ai écrit, mais ça peut être du Diamila ou ça peut être l'Optimisette ou du Noriday. Et s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pendant des semaines et des semaines et des semaines, elle saigne, alors on lui dira de proposer à son médecin, bien sûr, on n'est pas des rabbins, on est des rabbins, on ne peut pas donner des ordonnances, mais de proposer au médecin de rajouter avec le Cerazette du Primolot Nord, et il s'avère que ça arrête les règles, ça arrête les saignements. Et si on prend ça pendant une vingtaine de jours, trentaine de jours, après qu'on arrête le Primolut Nord, les saignements ne vont pas reprendre. Pourquoi? Parce que ça a un effet positif ou négatif, je ne sais pas comment on voit la chose, négatif ou positif. Ça fait que l'endométrium devient de plus en plus fin
Et donc, ça fait qu'à la fin, il y a pratiquement. Alors, c'est un peu l'effet du Mirena, on va en parler maintenant. C'est un peu l'effet du Mirena, du stérilet avec les hormones, ça fait plus ou moins le même effet. Alors, je vous Il faut enverrai le docteur comprendre Hudson, les études qui ont été faites juste, là-dessus. Vous pourrez voir les données aux médecins qui sont intéressés par ces études qui ont été publiées. juste un mot, Rav Binyamin. Oui, oui. Donner Cerazette plus Primolut-Nord, c'est qu'il nous donnait Cerazette et 14 comprimés de Noridé par jour. OK. Non, Alors juste ça, qu'on c'est à sache, vous. hein. Ça, c'est à vous de gérer. Ça, c'est à vous de gérer. Moi, je suis pas médecin. C'est à vous Non, de gérer la chose. juste que vous Alors, sachiez. oui, oui, Juste que je vous sais, je sais, sachiez. je sais, je sais. D'accord, Alors, par exemple, c'est comme si la quand j'en ai femme, parlé avec le docteur Ila Auchler, elle m'a dit, il est clair que si cette femme, elle a des problèmes par exemple, de coagulation du sang, alors on lui donnera pas du Primolut-Nord parce que le Primolut-Nord, bien que ce soit de la progestérone, quand il rentre dans le métabolisme, il y a une partie qui devient estrogène et ça fait monter œstrogène. la tension artérielle. Et donc, c'est pour les femmes qui ont l'interdiction d'utiliser des. Alors, encore une fois, on a essayé, comme moi, on n'a pas essayé. Dans son doctorat, elle a essayé de proposer aux femmes de prendre 2 Cerazette. Est-ce que ça fait. Il y a des femmes qui disent que ça a fait baisser leur saignement. Il y a des femmes qui disent que non, au contraire, ça fait rien du tout. Ou bien, au contraire, ça, ça, ça en fait encore plus la situation encore plus grave. Encore une fois, c'est pas, c'est pas le. On peut proposer d'utiliser du Cerazette sans rien rapprocher. C'est s'il y a un problème et que ça s'arrête pas au bout de 2 semaines, 3 semaines et qu'elle n'arrête pas de saigner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, alors il faudra lui proposer autre chose. Maintenant, nous, nous, c'est ce qu'on dit, mais après, c'est clair qu'on ne prend pas de responsabilité médicale. Après, c'est le médecin de décider. Alors, le Noriday, c'est une pilule qui n'existe pas en Israël. Elle existe aux États-Unis et il y a des voix, il y a des paroles dans les milieux orthodoxes qui disent que waouh, Noriday, c'est extraordinaire, il n'y a aucun enseignement et que c'est bien que ce soit apparemment. Alors, c'est peut-être pas exactement le même produit, vous voyez, c'est autre chose, c'est pas exactement Ben, l'autre, c'est c'est du le Primolut. désogestrel, l'autre c'est du désogestrel et là c'est du norétri. Norethistérone. Ok. C'est du Prémolut. Alors, je sais pas. Ah, mais c'est pas Mais je le. vous dis, Ah, ok. c'est du Alors, Prémolut. alors, je Mais sais que. 14 fois moins fort. Ok. Alors, il y a du. Il y a une étude. On va commencer une étude à l'Institut Poix avec l'hôpital Lagnedo de Natania, justement, en double aveugle, avec des femmes qui vont recevoir du Noriday, les autres qui vont recevoir du Cerazette ou, je sais pas, du Diamila. Et il y aura une étude qui sera faite sur est-ce qu'il y a plus de saignements ou est-ce qu'il y a moins de saignements ou est-ce que c'est vrai ou non? Parce que c'est pas vendu en Israël, c'est un peu vendu au marché noir ou c'est vendu comment ça s'appelle, chez des pharmaciens qui font venir exprès officiellement des boîtes de Noriday, mais c'est pas vendu. Dans les coupes petroleum, etc., etc. Donc, on veut essayer de vérifier cela. Il y a son doctorat aussi, il y a une étude qui a été. Il a aussi, dans son doctorat, il a su vérifier quelque chose d'intéressant, c'est que certains médecins disent aux femmes de ne pas utiliser une pilule normale avec de l'œstrogène et de la progestérone si elle a l'aide de leur bébé, parce que l'estrogène va passer dans le lait et que si ça va avoir des influences endocrines sur après la puberté du bébé, etc., et que c'est pas du tout bon pour le bébé. Top. Encore une fois, ça a été écrit la première fois, ça a été décrit dans un article qui a été publié dans les années 70. Donc, comme on dit chez nous, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts depuis. Et donc, il a fait, dans le cadre de son doctorat, il a fait une étude là-dessus en demandant à des femmes qui prennent des pilules normales, où il y a de l'œstrogène, des combinés, ce qu'on appelle, et qui allaitent leur bébé. Est-ce qu'ils sont prêts à donner du lait dans un laboratoire spécial à l'université de Ariel, où ils ont un appareil spécial pour vérifier les molécules qui se trouvent donc dans les produits? Et est-ce qu'on retrouve des molécules d'œstrogène dans le lait des femmes qui utilisent des pilules combinées? Si je me rappelle bien, c'est non.
où c'est infime, c'est presque rien. Donc, encore une tous les fois, produits. il y a des choses qui se passent de génération en génération sur des études qui ont été faites dans les années 70 et qu'il faut revérifier. Et c'est entre autres ce qu'on essaie de faire à l'Institut Poix aussi là-dessus. Alors, il y a certains médecins, alors je ne sais pas si ce que vous en pensez, le docteur Rosen, il y a certains médecins Là, avec tout qui on a ça, là, discuté, qui proposent de dire, ben, si une femme veut pas, si une femme elle veut pas utiliser de moyens de contraception et et qu'il y a toutes ces conditions là qui sont combinées, alors le risque qu'elle tombe enceinte il est presque minime. Alors si on rajoute un spermicide, on arrive à un taux de contraception qui est presque comme une pilule. C'est quoi les conditions? C'est uniquement pendant les premiers mois, les premiers 6 mois après avoir accouché. Une femme qui allaite totalement, complètement, elle donne pas de biberon, de lait en poudre à son bébé, et elle n'a pas eu encore de retour de couche, et que donc, déjà, toutes ces conditions font que le risque qu'elle ait une ovulation, il est très, très diminué, et que donc, si on rajoute un spermicide qui n'est pas très fiable, mais avec toutes ces combinés de ça, on arrive pratiquement à un taux de 99% comme une pile, une pilule. Alors, voilà, c'est ce on a entendu de certains médecins, comme en Israël, un des grands spécialistes de contraception, le professeur Zeidman, et encore d'autres spécialistes là-dessus. Il y a des femmes qui préfèrent ça que d'utiliser des hormones où elles ont des effets secondaires, de problèmes de maux de tête, de problèmes au niveau, ça leur fait des dépressions, des sentiments de vomissement, etc., etc. Elles veulent absolument pas utiliser de pilule. Donc, ce serait quelque chose qu'on pourrait proposer, mais encore une fois, mais c'est mais c'est juste pour 6 mois. bah, apparemment, c'est ce qu'il a dit, hein. Moi, je suis pas. Non, non, Qu'est-ce non, que je vous suis en d'accord. pensez? Je suis d'accord avec Ah, vous ça. êtes Je suis d'accord. d'accord OK. avec ça. La seule chose, c'est que uniquement, c'est D'accord. uniquement pour les 6 premiers mois. OK. C'est déjà pas mal. Non. OK. Alors, on m'a parlé de spermicide tout à l'heure, donc maintenant, on va continuer avec le spermicide. Est-ce qu'on peut utiliser un spermicide selon la halakha? OK. Alors d'abord, est-ce qu'on a un problème? Il faut toujours qu'on revienne à nos fondamentaux. Est-ce qu'il y a un problème de stérilisation? Non, puisqu'un spermicide, il n'a aucune incidence sur les organes génitaux ni du mari ni de la femme. Est-ce qu'on a un problème de Hotzad Zera Lavatala? Alors, ça, c'est une bonne question. Euh, selon alors, d'abord, le spermicide, bien le mot, bien qu'il y ait un mot cide, que ça voudrait dire tuer, on sait très bien que le spermicide, ça tue pas le sperme. Ça déforme le sperme, ça change la mobilité, mais c'est pas on n'est pas, on n'est pas dans une tuerie de millions de spermatozoïdes. Donc déjà, le mot il peut être problématique au niveau de la. On pourrait comprendre que c'est quelque chose alors que c'est autre chose. Et le sperme, et en plus, il est pas très, ouais, il est efficace à 70 ou 12%. Donc il y a énormément de bébés qui sont nés à la suite d'utilisation du spermicide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fin de compte, une grande partie des spermatozoïdes arrivent à passer le spermicide, arrivent à passer le col de l'utérus, arrivent à passer l'utérus, à rentrer dans les trompes. Donc, il n'y a pas d'écran. Si on a parlé de problème de Otsaad, Zera, Levatala, le fait que le sperme, en utilisant un préservatif, il y a un écran entre le corps de la femme et le corps de l'homme, et il n'y a pas un sperme qui rentre dans les parties vaginales, là, on est dans une relation intime normale. Et donc, euh, une grande partie des rabbinim autorisent l'utilisation des spermicides et ne considèrent pas que c'est interdit de l'utiliser. Il y a certains, comme dans tout, on est des rabbins, il faut bien qu'il y en ait qui disent, quand il y en a un qui dit blanc, il faut que l'autre qui dise noir. Mais la position principale des rabbinim, c'est qu'on a l'autorisation d'utiliser un spermicide. Alors, il existe ça en ovule, il existe ça en crème, il existe ça en ce qu'on appelle le VCF, VCF. Je ne sais pas si est-ce que ça existe en Europe? Ça existe en France, le VCF?
c'est un film en cellulose qui est imbibé apparemment de spermicide. Et lorsque la femme l'introduit à l'intérieur du vagin avec les sécrétions naturelles du vagin, ça fond et ça devient un produit comme une crème ou comme l'ovule quand ils font à l'intérieur du. Simplement, il y a certaines femmes qui préfèrent ça. Alors, il n'y a pas de problème de halakha parce que ce film en cellulose, c'est pas qu'on a mis un plastique à l'intérieur. Ça ressemble à un film plastique, mais c'est pas qu'on a mis un plastique à l'intérieur du vagin pour faire écran, puisqu'il est tout de suite, il se décompose. Et donc, il n'y a pas de problème de halakha. Le seul problème qui serait, et ça, j'ai entendu, c'est là de l'ancien grand rabbin d'Israël, entre autres, qui était à la précurseur dans ces domaines-là et qui a créé l'Institut Poix, c'est le Rav Mordechai Eliyahu. Lui, il interdit l'utilisation des éponges. Il y a du pharmatex en éponge, et donc la femme met à l'intérieur du vagin une éponge et qui est imbibée de produits. Alors là, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que dans la halakha, dans la Gemara, attendez, bon, c'est dans la suite. Dans la Gemara, on a un passage dans la Gemara qui nous parle de femmes qui ont des relations intimes lorsqu'elles mettent à l'intérieur du vagin ce qu'on appelle mort. Mort, c'est en fin de compte des cotons ou des éponges, etc. C'était peut-être le moyen de contraception le plus répandu à l'époque, dans les époques anciennes. Il n'y avait pas encore de pilules ni de stérilex, tout ça. Et la Gemara, il y a plusieurs. On va voir ce passage dans la suite. On nous parle de problématiques d'utiliser ce genre de moyens de contraception, à moins que la femme soit en danger. Ou bien on parle d'une jeune fille qui serait mariée très jeune et elle risque si elle tombe enceinte, elle risque d'en mourir, c'est ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous parle d'une femme qui serait déjà enceinte et si la relation, elle peut avoir un effet euh, sur le bébé et provoquer une malformation au bébé. Et la Gemara nous parle aussi d'une femme. C'est quoi le troisième cas? Je ne me rappelle plus du troisième cas. Donc on parle de problèmes graves, de maladies graves, des- d'effets graves. Alors, c'est uniquement ça dans la Gemara qui l'autorise. Certains Chachamim dans la Gemara l'autorisent pas. Et donc, les rabbinim ne permettent pas d'utiliser les éponges qui sont avec du spermicide. Tov. Je ne sais pas pourquoi tout s'est mélangé, parce que normalement, le patch Evra, il aurait dû être avec, avec les pilules, parce qu'en fait, quand on parle on parle d'une pilule, mais qui se colle sur le corps, mais on parle donc d'un moyen contraceptif avec des hormones. Ça aurait pas dû être là, ça aurait dû être avant. Alors, le Evra, encore une fois, c'est la même chose. C'est la même chose qu'une pilule. Si on utilise la pilule, on utilise le Evra, on autorise le Evra, si on peut, sans rien, aucune différence. La seule différence qu'il y a, c'est pour le mikvé. Vous savez que lorsqu'une femme va au mikvé, il ne faut pas qu'il y ait d'écran, il ne faut pas qu'il y ait un endroit sur son corps qui fasse écran et qui fait que l'eau ne puisse pas pénétrer ou toucher son corps, quelles que soient les parties de son corps. Et donc, il est clair qu'une femme euh, avant le mikvé, elle est obligée d'enlever le patch Evra. Et sinon, ça va être un problème si elle rentre dans le mikvé et qu'elle se trempe avec cela. Donc, c'est clair que, euh, en général, ce qu'on appelle les balaniotes, les femmes qui dirigent les mikvés, quand il y a une femme qui est donc elle vérifie, elle lui pose la question, est-ce que tu n'as pas un patch Evra? Si tu l'as, il faut que tu l'enlèves, etc. Donc ça. Le problème, il est qu'il y a des femmes qui, on le change une fois par semaine, alors ça fait que ça coûte assez cher, le paquet de patchs. Et alors ça veut dire que des fois, elles sont obligées de l'enlever après d'avoir utilisé euh, le deuxième pendant 3 jours et elles vont l'enlever. Alors on avait posé la question à l'époque avec le vendeur en Israël qui vend les patchs Evra. Est-ce qu'une femme, elle peut l'enlever, le coller sur le miroir du mikvé, et sortant du mikvé, se le recoller? Et il avait dit, ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et puis après, il nous avait
téléphoné et nous envoyé une lettre. Surtout, ne dites pas aux femmes de faire ça parce que il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus. Et en tant que laboratoire médicinal de pharmaceutique, on ne peut pas, en fin de compte, donner des conseils qui n'ont pas été vérifiés. Si une femme tombe enceinte à cause de ça, elles vont nous attaquer. Donc, à une époque, ils étaient prêts, pas encore une fois en Israël. Je ne sais plus quel est le laboratoire pharmaceutique qui font ça. Ils étaient prêts à envoyer à une femme qui avait perdu, je dirais, son Evra à cause du mikvé, de lui renvoyer un en plus pour qu'elle puisse. Voilà. Bon, maintenant, ça n'existe plus, mais à une époque, c'était comme ça. Euh, Est-ce qu'on a le droit de leur enlever le patch le jour de Shabbat? Les rabbinim, la plupart des rabbinim autorisent donc de le changer, d'enlever, d'en rajouter un deuxième, d'en coller un deuxième. Certains rabbinim ne l'autorisent pas, mais d'autres rabbinim l'autorisent. Voilà, ça c'est le Evra et Shabbat. Et comme je vous ai dit, il faut l'enlever absolument avant la Kvila. Qu'est-ce qui se passe si une femme l'a oublié? Et il s'avère qu'elle s'est trempée au mikvé, elle est rentrée à la maison. Est-ce qu'on va lui dire qu'il faut absolument retourner au mikvé? Ça, c'est des halakhot. Encore une fois, bien sûr, chaque cas est un cas particulier. En général, lorsqu'une femme elle est encore au mikvé et que tout d'un coup on se rend compte qu'elle a pas enlevé le patch, on va lui dire retourne. Tu es encore au mikvé ou t'es... Mais si elle est rentrée déjà à la maison, il y a une notion dans la halakha qui nous dit que il ne faut pas renvoyer les femmes retourner une fois qu'elles sont rentrées à la maison et qu'elles ont peut-être eu une relation avec leur mari ou elles ont peut-être il faut pas, faut faire le maximum pour pas les renvoyer au mikvé pour une deuxième fois. Des fois, il n'y a pas le choix. C'est vraiment un problème. Alors, il y a une question de halakha là. Certains rabbinim disent que oui, il doit retourner au mikvé. Certains rabbinim disent qu'il n'a pas besoin de retourner au mikvé. Je ne vais même pas je vais pas rentrer maintenant dans tous les détails de la halakha parce que c'est compliqué. Quoi, c'est pas compliqué. On peut tout apprendre, mais là, on n'a plus le temps. S'il est tard. Et donc, voilà. Il faut les là. Il faut qu'une sache qu'une femme qui utilise ce dispositif, il faut absolument qu'elle l'enlève avant de se tromper dans le mikvé. Mais pas, par exemple, un implant. L'implant, il est sous la peau. Et donc là, il n'y a pas d'écran entre le corps de la femme et le mikvé. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Euh, ok. Pareil, le Novaring. Au niveau du Novaring, euh, d'abord, il s'avère que apparemment, pour certaines femmes, le Novaring, il y a beaucoup moins de spotting et de saignement en utilisant le Novaring qu'une pilule normale. Certaines femmes, encore une fois. Donc certaines femmes, on leur dit, c'est peut-être parce que c'est placé dans le vagin, peut-être que c'est proche de l'utérus et que la diffusion des hormones, elle est plus proche. Il y a moins de saignement. Certaines femmes saignent avec des pilules normales et elles saignent moins avec le Novaring, alors que dans le Novaring, il y a moins d'hormones que dans certaines pilules. OK. Alors pareil, vous savez qu'une femme, avant d'aller au mikvé, elle va devoir tout un processus de tahara. Elle va se préparer pour pouvoir aller au mikvé. Alors, elle va se préparer le jour même, avant d'aller dans la baignoire, avant d'aller dans le mikvé. Mais pendant une semaine, elle va devoir faire ce qu'on appelle des bdikotes. Elle va devoir faire des examens vaginaux en rentrant à l'intérieur du vagin un tissu et vérifier que pendant 7 jours, elle va faire d'abord Efsek Tahara, après elle va faire Shiva Nekiim, et donc ce qu'on appelle Efsek Tahara, et après les 7 jours de propreté, etc. Est-ce qu'elle doit enlever le novaring? Parce qu'il y a un novaring à l'intérieur du vagin. Est-ce que c'est problématique? C'est problématique. Parce qu'une femme, il est écrit dans la halakha elle puisse rentrer avec son doigt dans chaque recoin du vagin. Donc, mais on ne va pas lui demander de le retirer pendant toutes les bdikotes. Elle va devoir le retirer pour le Hefsek Tahara, le premier jour et le dernier jour, qui sont les trois examens vaginaux qui sont les plus importants dans tout ce processus de Tahara pour pouvoir arriver au mikvé. Si c'est une femme qui ne l'a pas enlevé parce que ça lui fait des douleurs énormes, parce que ça lui fait des infections, etc., etc. Il va falloir en discuter. Peut-être qu'on va pouvoir aussi réduire même cela, mais le minimum, je dirais, obligatoire, c'est euh, Tahara, le premier jour et le dernier jour. Qu'est-ce qui se passe si elle s'est trempée? Bien sûr, elle doit l'enlever avant de se tremper au mikvé.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'on fait si elle s'est trempée? Puis tout d'un coup, encore une fois, elle est rentrée à la maison. Et elle dit, waouh, je me suis trempé avec mon Ovaring, je ne l'ai pas enlevé. Et là, elle n'a pas besoin de retourner au mikvé. C'est moins grave que le patch, parce que le patch, c'est sur la peau, vraiment sur la peau. Là, c'est à l'intérieur du corps et c'est moins problématique. Donc, est-ce qu'on arrête là? On continue? Il est tard. Comment ça être tard? Euh, Docteur Luzon, Ça dépend combien il reste. êtes-vous là? Oui, bien sûr, je suis là. Hein. Combien il reste? Il me reste beaucoup. On a presque fini. Voilà, c'est bon. Alors, on a presque fini. Non, le problème, c'est que le stérilet, je sais que le docteur Bruno, il va vouloir en parler beaucoup. Alors, non, vous n'avez rien à dire? OK. Donc, la pilule du lendemain, pratiquement, il n'y a pas de problème. Bien sûr, ce n'est pas le moyen de contraception qui est conseillé par personne euh, en routine. OK, mais si tout d'un coup, il s'avère qu'on en a besoin, pratiquement, c'est pas considéré comme un avortement. OK? C'est pas qu'on a tué un bébé. C'est d'abord, c'est pas sûr que sa femme, elle est. C'est pas sûr qu'il y a une ovulation après ce rapport. C'est pas sûr qu'il y a eu, s'il y a une ovulation, ça veut pas dire, c'est pas sûr qu'il y a eu une fécondation. C'est pas sûr qu'il y a eu une nidation. C'est pas une fausse couche. Donc il faut pas associer le Postinor, la pilule du lendemain, avec du Mefidgine ou etc. qui provoque comment ça s'appelle, Fausse couche. un avortement, une fausse couche. Donc, encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé, mais si on a besoin, pratiquement, on peut l'utiliser. OK. Alors, le stérilet, on va faire ça encore d'une manière un peu succincte. Euh, Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est aussi un avortement? Alors non, les rabbinim ne considèrent pas que c'est un avortement. C'est pas qu'on a le stérilet là, là-bas. Euh, dans- il provoque une genre d'infection de la muqueuse. C'est ça, je dis des bêtises, docteur Bruno Rosen, ou je dis pas? Non, Il non. provoque une genre d'infection, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut Pas utiliser, inflexion, inflammation. inflammation de la muqueuse utérine, qui fait qu'il n'y a pas de nidation et que donc ça empêche une possibilité de tomber enceinte. C'est pas une femme qui est déjà enceinte ou provoque une fausse couche ou un avortement, ça empêche une possibilité de tomber enceinte. Donc, Mais pratiquement, les ça, rabbinim, c'est une cause, enfin, c'est une cause de contraception qui est accessoire parce que, en fait, la principale raison de contraception, c'est le fait que ça diffuse des ions ok, euh, de, ça c'est grâce au aux cuivre, nécrochettes, au au cuivre. cuivre. Ok. Et d'ailleurs, on voit bien, c'est-à-dire que tous ces stérilés que vous présentez là-haut, ce sont des stérilés qui sont beaucoup moins efficaces que les stérilés au cuivre. Oui, oui, bien sûr. Non, il y en a une partie sur du cuivre, puisqu'il y a du Jellyfish là. Bien qu'il Ok. soit bien plus important en taille, en volume, en place occupée. Ok, d'accord. Alors, après, au point de vue de la halakha, il y aura une discussion, et on ne va pas maintenant rentrer dans tous les détails. Est-ce que la pose du stérilet rend nida? Est-ce que le fait d'enlever le stérilet rend nida? Est-ce qu'il y a une différence entre les différents stérilets? C'est c'est une question de halakha. Nous, à l'Institut Poua, on considère que la pose d'un stérilet, ça rend pas nida. Et que d'abord, souvent, dites-moi si je dis encore une fois des bêtises, docteur Rosette, souvent, le médecin utilise une petite pince pour... euh, il- il- Pozzi, ça s'appelle en voilà. France. Une Et, pozzi, il va faire une blessure sur le le col. Donc, col. donc les saignements qui vont être la suite de la pose du stérilet, c'est une blessure sur le col de l'utérus. Ce qui rend pas nida, c'est une blessure, c'est ce qu'on appelle un PETSA. Après, il va y avoir une question de halakha qui va être après, c'est qu'une femme, une fois que la pause a été faite et qu'il n'y a plus de saignement, etc., elle commence à avoir des saignements. Et il y a des femmes qui ont des saignements énormes pendant des jours et des semaines. Est-ce que ça va être considéré comme un PETSA, comme une blessure dans l'utérus,
et que ça ne va pas rendre nida? Ou est-ce que... Alors, à l'Institut Poix, on considère que c- c'est pas une pizza. C'est des saignements qui viennent de l'utérus suite à une réaction d'inflammation euh, et que donc c'est pas considéré comme une blessure à l'intérieur de l'utérus. Après, on va devoir gérer ça comme on gère tout saignement. Si c'est des petits saignements sur des sous-vêtements de couleur, sur un protège-slip, sur du papier toilette, ou est-ce que c'est des grands saignements où il faut mettre déjà des protège-slip et il faut les changer plusieurs fois par jour? Ça, il va falloir après gérer la chose comme une femme qui a des saignements entre les règles. Mais de dire automatiquement que toute femme qui a des saignements parce qu'elle a un stérilet, automatiquement, c'est une blessure et donc elle est panida, c'est pas. La grande majorité des rabbins ne pensent pas comme ça. Et pareil à l'Institut Poix, on ne considère pas que c'est- Alors, on a le stérilet avec les hormones, ce qu'on appelle le Mirena. Il y a aujourd'hui son petit frère ou sa petite sœur, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, qui s'appelle le Kailena, avec moins d'hormones. Le problème principal, c'est les saignements qui sont au début, qui peuvent durer chez certaines femmes même pendant plusieurs mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, elles peuvent Six pas le. mois. Hein? 6 mois, oui, oui. Ok. Ah, docteur Schreiber, elle est là. Ok. Alors, ça peut durer très longtemps. Il y a des femmes chez qui ça dure pas longtemps. Il y a des femmes qui ont même pas, qui me disent non, moi, j'ai jamais eu de problème. Mais il y a des femmes. Alors, encore une fois, il y a des études qui ont été faites. Je vous en ai parlé là. Est-ce que il y a des protocoles qui ont été écrits, qui ont été proposés par des médecins de rajouter avec le Mirena du Primolotnor, de rajouter avec le Mirena du Provera? Je vous dis ce que j'ai entendu, ok? Euh, et que certaines femmes, grâce à ça, elles n'ont pas énormément de saignements. L'important, c'est d'abord d'informer, bien sûr, la femme, qu'elle soit au courant. Il y a des femmes, elles me disent, mais moi, il m'a pas dit. Au contraire, il m'a dit que si je mets du Mirena, j'aurai plus de règles et tout ira bien. Je dis oui, et après 4 mois, après 5 mois, après 6 mois, mais ah ben, si j'avais su, je serais pas venu. Bon, alors, bien sûr, l'important, c'est d'informer les femmes, les couples, parce que ça peut provoquer des problèmes de couple qui sont pas faciles à gérer. Et le grand spécialiste en Israël du Ginefix, c'est le docteur Rosen. Il y en a d'autres, bien sûr, hein. Il y a d'autres médecins qui posent le. Mais, alors, vous avez fait une étude à une époque, vous nous aviez proposé en nous disant que ça fait moins de saignements que d'autres stérilés. Euh, J'espère que vous le voyez. ouais, ça dépend des femmes. Ouais. Moi, Alors, bien sûr. je vais vous dire, c'est en grande partie les rabbins qui voient ça, parce Non, qu'en non, fait, non, il y a bien sûr, beaucoup bien moins de sûr, bien sûr. questions. Non, 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 Il y je a suis beaucoup d'accord moins avec de vous. questions. Il y a beaucoup moins de questions avec le Avec le Généfix qu'avec les Genefix. stérilés Le problème, normaux. bon, le problème du Genefix, c'est qu'il y a pas tous les médecins peuvent le poser. À cause de perforations, il y a certains pays qui interdisent l'utilisation du Genefix à cause de risques de perforation, etc. Donc, c'est plus compliqué qu'un stérilet normal, classique, mais La, pas pour vous. la seule chose que j'ai entendue, c'est pas que des pays interdisent le Généfix, c'est que la compagnie qui fabrique le Généfix ne vend plus le Généfix à certains pays qui n'ont pas fait la formation des médecins Ah, pour, d'accord, pour, pour, pour poser le Généfix. d'accord. OK, Voilà. C'est d'accord, que d'accord. normalement, cette compagnie demande aux distributeurs de Généfix dans les différents pays de s'engager à faire la formation des médecins à la pause. D'accord. Et, Pour justement ces éviter la compagnies, perforation. voilà. OK, d'accord. Alors, il y a un médecin en Israël qui a essayé de faire une imitation du Genefix. Vous voyez Non, que le c'est pas. Genefix, attendez, si vous voyez que le Genefix, c'est pas, il n'y a pas comme dans les stérilés normaux avec des plastiques, etc. Là, c'est simplement un fil très fin avec du cuivre. Et la Donc, grosse différence, attendez, Benjamin, je vais expliquer d'abord avant de. Alors, ah, il y a un médecin israélien qui a essayé de faire un truc un peu qui ressemble, il a appelé ça ballerine, avec un genre de fil avec autour des petites boules de de, de- cuivre, de cuivre. de cuivre. Et, et,
et lorsque on déploie le ballerine à l'intérieur, il devient comme un petit cadour, une petite boule. Et ce serait mieux que le Ginefix parce que c'est mieux. Alors, l'expérience à l'Institut Poua, c'est que c'est une catastrophe. OK? C'est des saignements sans arrêt. Et que toute l'espérance qu'il y avait sur ce truc-là, ça marche pas du tout. Voilà, c'est le retour qu'on a, bien sûr. On a le retour des gens qui nous appellent. Et ceux qui nous appellent pas, qu'il n'y a pas de problème, ils ne nous appellent pas, donc on ne peut pas savoir. Mais sur le nombre de personnes qui nous appellent en disant, voilà, j'ai été spécial, j'ai vu, j'avais beaucoup d'espoir, pour eux, c'est une catastrophe. Donc, je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays que en Israël, mais Moi, ce qui peut-être que m'a oui. embêté, moi, ce qui m'a embêté avec ce stérilet-là, c'est il était expulsé plus que les autres. Ah, ok. C'était très embêtant parce qu'il y avait beaucoup d'expulsions. Moi, Et je vous parle des il y avait saignements plus de parce que. saignements, il y avait plus de saignements qu'avec le Généfique, ça c'est Ouais, ouais. sûr. Non, mais il y avait aussi. Mais moins malgré tout que les stérilés normaux, il D'accord. m'a semblé. Ok. Oui, Tov. moi, si je peux me permettre, j'en ai mis Oui, beaucoup. oui. J'ai été très emballée au début et effectivement, disons les 10 premiers, j'ai dit bon, je vais les mettre gratuitement parce qu'il faut bien que je me fasse la main et je vais les mettre à des cas un peu désespérés de toute façon, de femmes qui se débrouillaient pas avec aucun stérilet et qui disaient bon, elle n'a pas grand-chose à perdre puisque c'est la dernière chance. Et très, très, très bonne réaction. D'abord, très facile à poser, ça fait pas mal, peu de saignement. Et puis, j'ai dit, bah, finalement, je suis pas obligée de le mettre qu'à des cas compliqués. Je vais le mettre comme ça, d'emblée, quoi. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, boum, effectivement, j'ai eu quelques cas d'expulsion. Donc, il tombe un petit peu plus que les autres, hein. Ça, il faut le savoir. Moi, dans mon expérience, il est très bien toléré et il y a peu de saignement. Et Ok. surtout, Alors, les femmes encore une qui se fois, plaignent de douleur. Les femmes qui se plaignent de douleur et de contraction, parce qu'il y a des cas, même avec le gynéphile qui est pourtant très fin, il y a des femmes qui ont un utérus qui n'arrête pas de se contracter. Elles sentent, elles ont des contractions, elles ont mal. Et bien, celle-là, l'avantage de la ballerine, du IUB, c'est qu'il a une mémoire de forme et que quand l'utérus se contracte, eh ben, il il se se, contracte aussi et Rétracte, il après il il se revient. contracte rétracte. et puis il reprend la forme, mais si vous voulez, il a une souplesse qui fait qu'il est mieux toléré. Je dirais qu'à la limite, il faudrait presque le réserver au cas seulement des femmes avec des utérus hypersensibles qui n'arrêtent pas de se contracter, hein. De toute façon, Ils ont tous leur Yael, place, je dirais. Oui. Yael, de toute façon, là, on est en train de parler un peu Zichrono Libracha parce que j'ai voulu le placer il y a quelques mois. Mhm. J'ai pas réussi à le trouver en Ah, Israël et d'accord, ok. j'ai appelé Baram, j'ai appelé Ilan, qui m'a Oui, dit oui. qu'il n'est plus en vente depuis 1 an et demi. Ah, d'accord. Alors, je suis obsolète. Ok, d'accord. Donc, non, 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 mais non, non, parce que peut-être qu'il reviendra, mais pour l'instant, c'est terminé. Ok. Mhm. Tov, on va terminer là parce qu'il est tard. Le seul. Est-ce que je, est-ce Oui, bien est-ce sûr. que je pourrais dire plusieurs choses par rapport à la Allez-y. soirée? Je peux me permettre? Oui, bien sûr. Attends, Vous je vais êtes essayer de là. me souvenir de tout. D'abord, l'histoire des rapports qui créent les fausses couches. C'est pas des fausses couches. Il n'y a pas de récepteur aux prostaglandines sitôt que ça. Donc, c'est en fait des accouchements très, très prématurés. C'est une étude qu'a fait à l'époque docteur Grissaro, qui n'était pas encore professeur, et effectivement, qui avait trouvé qu'il y avait une réaction particulière, et c'est effectivement familial. J'ai observé ça moi-même, où des patientes qui subitement après des rapports, à 26 semaines, 28 semaines qui est normalement la viabilité des fœtus, et c'est très, très embêtant parce qu'ils sont très petits. Et donc, Bien ça fait sûr. des problèmes de prématurité épouvantables. Et donc, effectivement, c'est dans la famille. J'ai trois sœurs comme ça. Subitement, à 27, 28 semaines, boum, des contractions, y compris un accouchement, donc très, très, très prématuré. Donc, ça ne donne pas de fausses couches, mais ça Ah, donne d'accord. dans certaines familles, dans des gens qui ont certains enzymes qui réagissent de façon différente, eh bien, elles ont une très, très, très grande sensibilité et ça leur donne donc des contractions du travail, quoi. Et Violente. j'ai plusieurs des histoires comme ça très, très, très impressionnantes. Donc, c'est relativement facile à prouver.
dans l'histoire clinique. Et donc, en général, c'est le dernier, même pas le dernier trimestre, c'est de 26 à 36 semaines Ouais. qu'elles sont obligées de s'abstenir ou d'utiliser le préservatif. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le Nuvaring. Le Nuvaring, il y a des études qui ont cherché combien il y a de saignements. En général, avec toutes les pilules, on saigne. Les saignements, c'est environ de 11 à 15% selon les pilules. Et c'est relativement facile à comprendre puisqu'il y a une dégradation par les enzymes hépatiques. Et donc, quand vous prenez le comprimé, oups, ça monte dans le sang. Et puis, ça redescend tout doucement jusqu'à la prochaine pilule. Le Nuvaring, ça donne une libération prolongée, mais en fait euh, extrêmement Diffuse. égale à Stable, elle-même. Et Stable. stable. la muqueuse de l'utérus, elle aime beaucoup ça parce que elle reçoit chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque semaine, la même chose. Donc, si vous voulez, les saignements, c'est 4% avec le Nuvaring. Donc, c'est clair que ça saigne moins. Dernière chose, vous avez dit que 21 jours, c'est vrai, c'est ce qu'ils écrivent, parce que tant qu'à faire, ils continuent la même débilité de décider que le cycle de la femme, c'est 28 jours. Même avec le Livial, ils font ça, hein. Ils sont complètement fous, toutes les compagnies pharmaceutiques. Ils ont toujours pas compris qu'on peut monter à 30. Et normalement, on peut utiliser le Nuvaring 28 jours. C'est-à-dire, en fait, faire des cycles de 35. Il y a suffisamment, même dans le Sperov, qui est un peu la Bible d'endocrinologie, ils disent changez votre Nuvaring une fois le premier de chaque mois, c'est-à-dire en fait 30 jours. Moi, je dis par semaine parce que je trouve que c'est plus pratique pour les femmes de souvenir. Vous changez toutes les 4 semaines un mardi, bon voilà, Alors, plutôt que le premier du mois. Donc juste on pour ta peut, gouverne, donc on peut, on peut, juste pour votre on peut récupérer une semaine de plus. Juste Ouais, pour votre gouverne, j'ai demandé les études du Novaring. Le taux ne descend pas jusqu'à 35 jours. 35 jours. ouais, On peut le laisser ouais, 35 jours en place. Alors, attends, voilà. tiens-toi bien. J'ai demandé qu'est-ce qui se passait après ces 35 jours, parce que je suis persuadé qu'on peut le laisser bien, bien plus encore. J'ai demandé à voir la courbe après les 35 jours. La représentante est allée voir son laboratoire qui m'ont dit, ah non, ça c'est dans les coffres de la société et Vous ça c'est voulez, vous tenu, on voulez peut les pas, ruiner? Vous voulez les ruiner? on ne peut, elle a pas eu le honte de me dire, on ne peut pas vous les montrer. Parce qu'il faut bien qu'ils Mais vendent ils quelque veulent que chose, vous non? changez tous les 21 jours. Ah, évidemment. Non. Mais Mais bon, 35 moi, jours, mais 35 jours, c'est bon. bon. Ouais, ouais, Donc après, il y a ouais, une ouais. question de médico-légal. Si, qu'est-ce qui se passe si la femme tombe enceinte et qu'elle vous dise, ah, vous m'avez donné d'autres de recommandations que ce qui est écrit sur le papier. Top. Top, allez. Bonsoir à tous. Laïla Tov. Bonne nuit à tous. J'espère que Merci. Merci beaucoup. Merci. et, content et avec plaisir pour la prochaine Merci session. beaucoup, comme d'habitude, Envoyez-nous c'est super. des, envoyez-nous des sujets et Mirti Hachem, on va les étudier